Émission 909. Cette semaine, Happy Gilmore 2. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Ben oui, tout. Benoît Mercier au micro, et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres, pas mal certains qui jouent pas au golf. En tout cas, moi, je peux confirmer que je joue pas au golf. Je sais pas pour Val, mais en tout cas, on va voir. Je les présente à l'instant. La première, je serais bien curieux de connaître sa Happy Place. Valérie Guérilla est avec nous cette semaine. Salut Valérie! Allô Benoît! Tu joues au golf? C'est juste moi cette semaine. C'est juste toi cette semaine. Là, je peux pas t'entourer. En plus, je suis à la maison. Ben, t'entourer. J'ai joué au rigolfeur, comme toute personne qui se respecte. J'ai joué au mini-pot, qui est une pâle version édulcorée du rigolfeur, qui est comme l'équivalent du maxi-golf, en fait. Puis j'ai déjà drivé des balles, puis j'haïssais pas ça, pour vrai. Ah oui? Je peux pas te mentir, le principe même colonial, anti-écologique qui sous-tend le sport dont on va parler ne me plaît pas. Ouais. J'encourage pas son développement. C'est associé à la grosse boîte orange qui gouverne les États-Unis. Non, pas beaucoup d'affection. Ben, moi, j'ai joué à comment ça s'appelle, le Cascade Golf. OK, mais ça, Golf. C'est épique, là. Oui, celui de la prairie. Je pense que ça existe encore. C'est sûr que ça existe encore. Ouais. C'était un mini-pot fancy avec des petites cascades d'eau. Oui, j'en avais fait l'objet d'un voyage en gang pour le staff Sud. Oui, ben le staff de l'espace public. Je leur faisais des estis de party staff. Ah. Il y avait toujours comme une portion sortie excitante, puis on est allé au Cascade Golf. Eh bien, on avait une petite conversation avant le début de l'émission, Val, avec... on parlait de notre feu brouhaha qui nous manque. Ouais. Puis ça a l'air que ça s'appelle maintenant le bloc BLOK, selon nos amis dans le chat live. Fait que shout-out au bloc, j'imagine, je sais pas. Il paraît que c'est très différent du bois, mais je m'ennuie de mon brou. Ouais. Puis merci, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit il y a quelques semaines. Je cherchais justement une nouvelle place où on pourrait se retrouver pour prendre une bière avec des auditeurs et auditrices des Mystérieux Étonnants. Une place qui serait pas compliquée à réserver puis pas trop cher. Puis j'ai eu quelques suggestions. Fait que je regarde ça. On a même un auditeur de longue date, Sébastien Coulombe, qui est copropriétaire de Mont-VR, qui m'a invité à venir visiter sa nouvelle place dans le centre-ville, qui n'est pas une succursale de Mont-VR, mais qui est un autre de ses projets. Donc on va voir. Peut-être éventuellement on va avoir une nouvelle salle, une nouvelle place, Caroline, pour faire des petits rassemblements pour les Mystérieux Étonnants. Quoi qu'il y a peut-être quelque chose qui s'en vient à l'automne, mais ça, je mets un peu la charrue avant les bœufs. Je peux pas vous en parler tout de suite. Il y a juste Val puis moi cette semaine. Allô? Parce que c'est version estivale, des petits cours chauds. Puis comme la semaine passée, on a parlé juste d'un sujet, cette semaine, ça va être la même chose. On va parler d'Happy Gilmore 2. Pour les gens qui ne sont pas habitués, habituellement, on fait un segment nouvelle. Les gens arrivent avec des histoires dont ils veulent raconter, des choses sur quoi ils sont tombés durant la semaine. Puis en fin d'émission, on parle d'une BD, on parle d'un film, on parle d'un truc spécifique. Mais cette semaine, ça va être vraiment très court, les nouvelles. C'est moi qui en ai pris juste pour l'habitude, pour ne pas perdre la touch. Puis après, on parle d'Happy Gilmore. Donc, ça va être un petit peu plus court comme show. C'est normal, c'est l'été. J'ai fini mes vacances. Ça me tentait pas aujourd'hui de rentrer matin. Fait que ça va être ça, OK? Ça va être un show, mais c'est un show plus slack. Ouais, t'en parles comme si ça allait être moins bon, puis je trouve que c'est... J'ai pas dit que ça allait être moins bon. C'est pas respectueux. J'ai pas dit que ça allait être moins bon. J'ai dit que ça allait être plus court. C'est ça que j'ai dit. Moi, je dis qu'on va tout donner pareil, puis que ça va être le fun, puis ça va être l'occasion d'avoir une conversation plus intime entre Benoît puis moi. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Benoît? Vraiment privé? Non, pas vraiment. On peut jouer à Claire Lamarche si vous voulez. Là. Non. Mais tu sais, je parle déjà pas mal ouvertement de ma vie ici. Il y a des choses que je veux pas adresser, c'est parce que je veux pas en parler. T'as déjà assez un livre ouvert. C'est tout le temps un peu épeurant quand les gens te rencontrent dans la vraie vie puis te racontent un truc que t'as dit à l'émission. Puis que t'es comme « Ah, oui, c'est vrai, j'ai raconté ça. » Puis des fois, ça peut se retourner contre toi aussi. Je sais pas. Moi, je pense que plus t'es out there, tu sais, total et entier, puis sans phare, moins tu dois de choses au monde. Tu sais, c'est comme... Oh mon Dieu, j'ai l'impression que c'est le contraire. Plus les gens savent de choses à ton sujet,
que tu as toi-même lancé dans le monde, moins ils ont de levier pour te blesser moi, j'ai l'impression façon. plus ils ont des tentatives de levier, ils connaissent des choses sur toi. Mais non, parce que t'es complètement impudique. What the fuck are they gonna do? Ils vont outer des affaires que t'as déjà dit? Non, mais sans outer, ils peuvent utiliser ce qu'ils perçoivent comme étant des faiblesses ou c'est des confidences que t'as faites. Non, je sais pas. Je pense que les gens aiment bien les gens honnêtes puis aiment les héros, mais ils aiment aussi les voir s'effondrer. C'est ma perception de la vie, genre. Ouais. Les gens ouais. Non, je comprends ce que tu veux dire. Fait que Happy Gilmore 2, hey, excusez à la maison, j'ai comme un gros rhume là. Je finis un rhume en fait, j'ai eu un rhume d'été durant mes vacances. On l'entend un petit peu. Moi, je l'entends en tout cas dans mon nez. Donc, ça va être ça tout le long. As-tu quelque chose, Val? Tu voulais parler? Écoute, c'est fête. Je pourrais vous parler de plein d'affaires. Je pourrais peut-être vous partager mes lectures du moment. Je vous dirais que... En fait, 2 choses. Une chose audio, puis 2 livres dont je voulais vous parler. Parce que c'est ça, c'est fête, fait qu'on peut faire des choses un peu, des side quests, comme on dit. La première chose, c'est que je voulais vous partager le site web que j'ai trouvé qui s'appelle mynoise.com. 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 C'est un site web de soundscape custom que tu peux agencer à ton goût, mais il y a une vaste bibliothèque de sons puis de générateurs de sons interactifs, mais genre d'une qualité là. Attends, je vais voir si je peux accéder sur mon soundboard. Ordinaire. Puis c'est malade, c'est vraiment genre lo-fi, il n'y a pas une goutte de publicité là-dessus. C'est créé par un seul gars qui s'appelle Stéphane Pigeon, Docteur Stéphane Pigeon. C'est mynoise.com ou .net, excuse-moi Val? Mynoise, .net, excusez-moi les amis, vous avez absolument raison. Okay. Et donc, c'est ça, c'est vraiment un passion project là, d'un dude, il a commencé ça en 2013. C'est vraiment une mine d'or pour tous ceux qui, comme moi, ont soit des acouphènes, ont de la difficulté à se concentrer dans X contexte, aiment juste faire de la méditation guidée, aiment juste s'enliser dans des soundscapes super bien faits. Le gars, c'est clairement un audiophile. Puis il a vraiment fabriqué quelque chose de merveilleux qui me rappelle les premières années glorieuses de l'Internet. Il n'y a aucune retenue de tes données. Il n'y a rien qu'on essaie de te vendre. Mais pas de cookies. Il n'y a pas de cookies. C'est extraordinaire. Puis tu peux juste faire des dons. Puis c'est le genre de projet-là auquel j'ai envie de contribuer financièrement parce que qu'est-ce que tu en as pour ton argent? Je vous invite sans plus tarder à aller fureter là-dedans. Vous ne serez jamais sortis de là. Je viens de l'ouvrir. Juste pour donner une idée à la maison, il y a Focus and Productivity, Méditation et relaxation, Aide au sommeil, White Noise... justement, les acouphènes, voilà. Tinnitus, je sais pas comment le dire en anglais. Tinnitus. On dirait les Tinnitus. Super cartoon de Warner Brothers. Stress relief, anxiety, overly quiet rooms. Quand ça te donne de l'anxiété, quand tu es dans des pièces trop silencieuses, tu peux te mettre tes écouteurs, puis tu sais, genre, générer un son de bureau, générer un son de forêt. C'est exponentielle et infinie. Il y a des sections, tu sais, beaucoup plus exploratoires, tu sais, comme expérimentales. Là. Il y a des sections, parce que lui, il trippe sur la musique électronique aussi. Fait que là, il t'a fait des espèces de loops super bien programmés où, tu sais, si tu laisses les choses aller, t'as l'impression... Ça aide vraiment à la concentration. Tu as l'impression d'être en train d'écouter une track de musique électronique vraiment cool qui se renouvelle tout le temps. Mais tu peux aussi jouer avec les curseurs pour amplifier le son de tel élément sonore. Fait que tu peux build tes propres tracks, dans le fond. Bref, moi, je suis en amour avec cette chose-là. On essaie-tu un? On peut, si tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu as le choix. Daydreaming. Ça va pas pire. Daydreaming, je pense que c'est une des pièces électro dont je te parle. Okay, au niveau musical, on s'entend que c'est pas genre la chose la plus ratiboisante au monde, mais c'est la polyvalence de ces choses-là. Mais il y a aussi du field recording parce que, fun fact, Stéphane, il va dans la nature puis il fait lui-même ses captations sonores. Ouais, en fait, je pense il doit travailler. Je sais pas pour son site, là, j'en ai aucune idée, là, mais il y a comme toute cette espèce de mouvance-là d'artistes du son là, qui font du processing puis du Maxim SP puis dans des installations, ça semble être... Ouais, mais ce gars-là, il fait ça depuis forever. Là, genre, il a travaillé dans une boîte de... On va essayer celle-là ici, voir comment ça marche. Ouh!
Oh yeah! Là, t'as des leviers aussi. Les couleurs, ça sert à quoi? Les couleurs, c'est juste pour différencier les items, en fait. Attends, on va augmenter le vert. Normalement, si tu passes ton curseur dessus, ils vont te dire à quel son ça fait référence. Oui. Okay. Oh shit, ok, attends une minute. On va jouer un petit peu avec les... Ok, c'est infini, là. Oui, c'est ça, je te dis, c'est que c'est exponentiel, t'as jamais fini. Puis si vous avez des bons écouteurs, là, je veux dire, la qualité du son est exceptionnelle. Les basses vont te chercher dans la poitrine, là. Tu sais, c'est beau, là. C'est niveau FLAC. Je sais pas c'est quoi le débit exactement, là, mais... Oh, il y a même une option Slider Animation. C'est donc bien cool, ça. Bon. OK, mais tu veux-tu en mettre un petit naturel, mettons? Un naturel, de revenir en arrière. C'est comme Stormy Weather, mettons. Ouais. Ça, je pense pas qu'on peut faire passer ça à l'émission. Pourquoi? Je dois l'expliquer tantôt. Je pense que c'est le nom d'une porn actrice, Stormy Weather. C'était pas la fille qui s'est faite... Non, c'est Stormy Daniels. Know your porn actresses, là. Désolé, je les connais pas. Bon. Pet Comfort. Primeval Forest? Primeval Forest. Attends, c'est parce qu'il y en a tellement que je les trouve pas. Il y en a 10 000. Ben, regarde, dans la page d'accueil, à la 3e rangée, Overtly Quiet Room, t'as Students with ADHD au centre, puis là, t'as Stormy Weather. Clique là-dessus. OK, attends une minute. OK. Ah oui. Là, c'est moi qui ai des... C'est l'iPad qui veut pas fournir. Il veut pas. Maudit. Non, c'est dommage. More. OK, mais là, il y a... Fireplace, Distant Thunder. Il y en a un qui s'appelle Space Odyssey aussi, qui est genre à l'intérieur du Enterprise. Oh, là tu parles. Oui, j'aime beaucoup. Oui. C'est lequel, lui? Il est-tu dans White Noise? Afterfall, Aircraft Cabin, Traffic Noise. Ah, il est pas là. J'aurais dû le sortir d'avance. Sorry, guys. C'est pas grave. On va essayer en tout cas, méditation. Japanese Garden, ça te tente-tu? Ça oui, c'est full beau. On va y aller. Après, on va passer à autre chose. Là, mais... Vous allez inspirer par le nez. Ah! Expirer par la bouche. On va augmenter Waterfall. Oh! Moi, j'aime bien ça quand c'est venté. Ouais. Il y a beaucoup de vent dans la forêt de bambou adjacente. Ah ben, j'aime ça. Puis là, je sais pas si vous le percevez, mais il y a toutes les questions de panoramisation du son aussi. Oui. Tu sens l'oiseau à gauche, là, il se déplace à droite. Il y a une profondeur dans les paysages sonores qui est absolument géniale. Et là, Val, je sais ce que je vais faire jouer à la job maintenant. Plus de playlist Spotify. Je vais pouvoir faire jouer ça à la maison. Et c'est une initiative personnelle, vraiment douce et belle. C'est vraiment comme une bonne personne, un bon humain. Puis si vous avez de l'argent à donner, donnez-lui votre cash. Bon. Tu fais un don de 5 $, mettons 10 $. Chaque dollar en don est un crédit de download. Tu sais, ce gars-là, il est insane. Là, genre, fait que tu as des crédits de download. Si tu as une pièce ou une trame que tu aimes vraiment, tu peux la downloader. Tu peux la télécharger. Wow. Ouais, tu sais, genre, il est vraiment... Tu sais, ça, c'est ce que l'Internet devrait être. mynoise.net pour les gens qui s'intéressent. Super. Tu veux-tu passer tout de suite à la prochaine ou je peux continuer, moi, avec mes affaires? Non, vas-y. Ben, c'est ça, je me disais, cette semaine, on parle du film en dernière partie, mais je voulais quand même mettre quelques petites nouvelles, puis il y a des petites nouvelles qui ont attiré mon attention. Puis d'ailleurs, je vais parler brièvement tantôt à la fin d'un documentaire que j'ai écouté en fin de semaine sur les psychopathes fonctionnels. J'ai écouté finalement le documentaire Titan sur Netflix à propos du désastre du fameux sous-marin qui a explosé là, près de l'épave du Titanic. Super doc de Netflix. On sait que des fois, Netflix s'en sort beaucoup, puis c'est hit and miss, mais celui-là, j'ai vraiment adoré. C'est un portrait dans la tête du gars qui était derrière le projet. Mais sinon, pour quelque chose d'un petit peu moins sérieux, il y a l'acteur Mark Ruffalo qui va rejoindre la distribution du prochain Spider-Man Brand New Day. Ça, c'est le prochain Spider-Man, le 4e qui fait partie du MCU. Ça va être réalisé par le réalisateur de Shang-Chi, Destin Daniel Cretton. Ça, c'est rien de nouveau. Ruffalo va bien sûr reprendre son rôle de Bruce Banner, alias The Hulk. Faut dire que là, ça fait 14 ans qu'il incarne Bruce Banner, The Hulk, dans le MCU depuis The Avengers. Ça fait quand même un petit bout. Et il y a aussi l'acteur de Better Call Saul et qui incarnait aussi Vast dans la série Far Cry, la série de jeux vidéo, Michael Mondo, qui va jouer le rôle de Scorpion qu'on a vu brièvement à la fin de Spider-Man Homecoming. En fait, quand l'annonce est sortie,
ça en parlait. Puis je me souviens pas de ça. C'est un bref caméo à la fin avec Michael Keaton. Donc, il va incarner, bien sûr, le Scorpion, comme je le mentionnais. Québécois, j'ai déjà rencontré dans le temps à Monsieur Net quand il avait sorti Far Cry 3. Très, très sympathique. Il était venu nous jaser. Nice. Donc, c'est une bonne carrière à Hollywood et dans les jeux vidéo. Bien sûr, Spider-Man Brand New Day, mais en vedette Tom Holland. John Burtle qui va réincarner Frank Castle et Punisher. Ça, c'est rien de nouveau. Ça va être la première fois depuis 2008 que le personnage de Punisher revient au grand écran. La dernière fois, c'est dans Punisher Warzone, qui avait été incarné par le feu Ray Stevenson, qui est décédé récemment. Donc, sorti 31 juillet 2026. Moi, témoin du Ruffalo partout. Moi, je suis bien content. C'est un acteur Mais que j'aime énormément. Mais c'était toast. J'aime beaucoup l'homme, j'aime beaucoup l'acteur. Tout ce qui touche, je trouve ça génial. Ça fait longtemps qu'il roule sa bosse aussi. Fait que, il y a du 14 Marvel ans dans le money. même rôle, là, quand même. Oui, Il est juste oui. sur le bord de fêter son quinceañera de Hulk. C'est vraiment nice. C'est à 15 ou à 16 ans, les quinceañeras. Quinceañera, je pense que c'est 15 ans. C'est 15 ans. Hein? C'est comme S'il y a le des personnes passage. d'origine- C'est quoi, c'est le passage? C'est le passage de l'enfance à l'âge adulte. Là, Pour les femmes. Ouais. Ouais. pour les petites filles. Pour les petites filles. Ouais. Bon. Ça fait longtemps que j'ai passé. C'est l'occasion de s'habiller en princesse, fait que j'espère que Hulk va avoir sa shot pour s'habiller en princesse. Je te montrerai mes photos, ma quinceañera. Tout le monde était là. C'était Malade. moi la personne la plus importante cette journée-là. Ben, je pense que ça sert à ça aussi, Oui. là, à donner à l'enfant un sentiment d'importance. Je trouve ça super cute, en fait. Là. Hey, juste avant que je l'oublie, là, puis je sais que je passe d'un truc à l'autre, mais en fin de semaine, j'ai écouté The Life of Chuck, adapté d'une courte nouvelle de Stephen King, qui est réalisée par, mon Dieu, le réalisateur de... C'est-tu avec Tom Hiddleston? Tom Hiddleston est dedans. C'est celui que tu voulais qu'on regarde, finalement. Oui, en fait, c'est ça. Je l'ai écouté tout seul parce que j'étais vraiment intrigué. Puis partout où j'essayais de lire des critiques du film, j'arrivais pas à trouver l'histoire. L'histoire était comme pas résumée. Puis même là, en essayant d'en parler, c'est comme un petit peu difficile à décrire. Mais c'est comme une méditation sur la condition humaine puis la vie, mais dans un contexte semi-fantastique réaliste. C'était-tu insupportablement prétentieux? Parce que c'était ça un peu la vibe du thriller. Moi, j'ai pas senti ça. Je cherche le nom du réal là, parce que je l'aime beaucoup. Lui, c'est celui qui a réalisé Bly Manor, Haunting on Hill House, Dr. Sleep, Midnight Mass. Ah ouais. Le nom allait me sortir, mais quelqu'un a tapé sur mon mur mitoyen, fait que le nom m'est sorti de la tête. Donc, si tu peux le trouver. Mais non, j'ai pas trouvé que c'était prétentieux. Au contraire, j'ai été hyper touché. Mike Flanagan. Mike Flanagan, voilà. Je devrais savoir ce nom-là. J'adore le réal. C'est un très bon écrivain. Mais non, j'ai bien aimé ça. J'en ai parlé un petit peu avec Jake. Ça a l'air que lui aussi. Fait que peut-être éventuellement, on va pouvoir en parler les deux dans un cadre peut-être plus officiel, mystérieux, étonnant. Okay. Ou peut-être sur bifurcation. Mais c'est à propos de la faiblesse de la vie puis de toute chose, mais en même temps, à quel point c'est beau. Mm-hmm. Puis des fois, je pense qu'on a besoin de se le rappeler. Puis il y a de la musique très contemplative dans le film qui a été signée par un duo de frères qui font de la musique sur les séries de Flanagan. Puis c'est eux autres ça me faisait penser à ce qu'on écoutait tantôt, là, un petit peu vaporeux puis contemplatif, mais toujours dans une perspective de l'univers et des étoiles. L'univers du crépuscule. L'univers du crépuscule. Lui, Paul Fafarala. Je peux pas m'en empêcher. C'est tellement comme une déviance, là. J'ai 40 ans, esti, puis j'arrête plus, là. J'arrêterai jamais. Ben, je pense qu'on l'a toffé pendant plus d'une vingtaine d'années. On n'a pas le choix de dire ça jusqu'à temps qu'on meurt. Là. Ben, je sortir pense du que oui. Pérus, ça va être... C'est dans En notre fin de lexicon. semaine- Vas-y donc. Cette semaine, j'étais au chalet. Puis, ça fait plus d'un an là, qu'on entend gratter dans les murs. Puis là, on essaie de trouver ce que c'est. Puis, c'est des souris, peut-être. On sait pas. Puis c'est nocturne. C'est entre telle heure puis telle heure. Puis, en tout cas, écoute, on a cherché là, des Suisses, des petits tamias, des écureuils. Parce que des fois, ça galope. Puis c'est fort. Puis c'est comme ça. Mais ça ressemble à des souris, ça, pour vrai. Ouais, mais en fin de semaine, j'ai enfin trouvé qu'est-ce que c'était. Parce que après le bonfire dont je t'ai envoyé une photo, là, gigantesque et terrifiant, qui était aussi une soirée karaoké d'ailleurs, fait que c'était insane. Là, en région, ils niaisent pas avec le karaoké ni avec les feux de camp. C'est quelqu'un qui a chanté We Didn't Start the Fire? Non, parce que c'est clairement nous autres. Il y avait un pompier qui gérait le feu, puis c'était genre le gars qui arrêtait pas de le feeder. Là, il y avait comme une frenzy dans les yeux. C'est comme s'il pouvait se permettre ce qu'il est pas capable de faire à job.
Ben, on comprend pourquoi il est devenu pompier. Là. Il y avait une concentration là, comme chirurgicale, puis en même temps, il était frénétique. Il était comme emporté par le geste de loader des bûches dans le feu, mais en même temps, je le sentais en contrôle, puis je me sentais en sécurité. Okay. Parce que c'est un gros feu, ce que tu m'as envoyé comme photo. C'était plus haut que moi. Là. C'était genre 8 pieds de haut. Là. C'était cave. Mais ainsi fêtent les gens de Quaticook. Okay. Et donc, quand je suis revenue, j'ai quitté ce party-là, puis je suis revenue à pied dans la forêt noire. Tu sais, je voulais comme me donner un petit défi de retrouver ma place à tâtons. Puis je voyais les étoiles. Samedi soir, c'était incroyable la quantité d'étoiles qu'il y avait dans le ciel. À ce moment-là, il n'y avait pas de couvert de fumée. Puis les persiennes ont comme semi-commencé. Fait que je me suis couchée sur la table de pique-nique à l'extérieur du chalet. Tu sais, toutes les lumières sont fermées, puis je regarde, puis là, mes yeux sont vraiment habitués à la noirceur, fait que je vois en tunnel, là, tu sais, des voies, la galaxie, toutes les galaxies, c'est merveilleux. Puis, devant mon regard, à un moment donné, il y a comme une grosse masse noire qui passe, puis je suis comme, attends un peu. Puis là, elle repasse. Puis là, j'entends le son de l'extérieur que j'entends à l'intérieur. Puis là, je fais comme, tabarnak, c'est une chauve-souris. Oh, vous avez des chauves-souris dans les toits. Oui, c'est ça. Oui. Puis là, on dirait qu'une fois qu'on a compris que c'était ça, ça a dédramatisé toute la patente. Parce que c'est vraiment fucking cute, une petite chauve-souris. Là. C'est cute, ça crée des pathogènes. Et le loup, mais bon. Ben, ça peut, tu sais, ça transporte des petits parasites, là, mais tu sais, puis c'est une espèce protégée, tu sais, tu peux pas comme juste tu peux pas les éliminer, là. Non? Non, c'est absolument... La cohabitation, c'est la meilleure stratégie, qu'ils disent, en tout cas, sur toutes les choses que j'ai lues. Puis ce grand segway-là pour te ramener à François Pérusse, parce que toute la fin de semaine, j'ai chanté « Brouillard sur le cimetière, il y a des photos jugées sur les pierres. » Puis là, ben, Puis moi, j'avais une belle petite chauve-souris, à cette heure, rien que l'air d'une souris, etc. Ouais. Alors, c'était ça, la grande balade dans ma tête pour revenir à François Pérusse. Es-tu content de l'émission la fois que mon parrain avait attrapé une chauve-souris dans son ancienne maison? Je sais pas, honnêtement, Ben. Ça fait quand même 800 quelques épisodes. C'était une question qui n'en était pas vraiment une, c'était plus une amorce pour en parler. Mais donc, il a attrapé une chauve-souris jadis qui n'arrêtait pas de revenir dans son dit grenier, puis il était tanné parce que ça décalait sur un grenier. Le dit grenier. Le dit grenier. Puis il s'est dit, ben je veux mettre fin à ses jours, mais je veux que ça soit, tu sais, je voulais pas la faire souffrir, puis donc c'est tout à son honneur. Donc il l'a mis dans une boîte à souliers en carton. Puis il a fait un trou à la grosseur de son tuyau d'échappement. Puis tu sais, comme emboîté la boîte dans son tuyau. Puis il a parti son char. Puis il s'est placé devant la boîte qui tranquillement se remplissait de gaz, pour finalement éclater avec la chauve-souris qui a sauté sur le chest en gueulant quand ça l'a éclaté. C'est une belle image. Est-ce qu'elle est morte? J'ai pas, ça fait longtemps. J'imagine qu'aujourd'hui, oui. Mais elle a comme... Ça sauvait dans l'éclatement de la boîte. Fait que je sais pas si après elle aurait été capable de se sauver. Mais lui, il a eu la chaîne dans ta tabarnouche. Je comprends. Ben, je veux dire, l'Ociento, là, c'est poche pour ton oncle. En même temps, il y a une partie de moi qui est contente que la chauve-souris soit comme sauvée. J'espère qu'elle est vivante. C'est parti. Au moins 20 ans, le minimum. Là. C'est pas non, mais au moins que ses petits-enfants peuvent raconter cette histoire-là de la foi héroïque où grand-maman s'est sauvée. Grand-maman s'est sauvée d'un pot d'échappement des géants qui se promènent. C'est un pot d'échappement, en passant, qu'on dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Un pot d'échappement. Bon, sinon, joke de Pérusse. Ah, OK. Faut pas perdre le focus une seconde. Pour vrai, là, je vais le dire, là, je suis vraiment porté à écouter ce qui se passe à côté parce que je sais pas ce qui se passe avec la petite. Genre, je suis en train de me demander si... J'entends des gémissements? Oui, ça fait que tu les entends. Moi, je les entends énormément fort. Oh là là. Puis il y a je sais pas si c'est des coups ou des choses qui revolent, mais... Ben, tu veux-tu faire une petite pause, puis... Ben, je vais garder un œil, je vais garder une oreille ouverte, là. T'appelles-tu la police? Des fois, on en avait déjà parlé, mais tu sais... Ben, c'est parce que écoute, je veux pas en parler en ondes, justement, parce que c'est très compliqué, là. Il y a rien qui a valu qu'à un moment donné, j'appelle la police, là. Mais c'est juste que c'est excessivement bruyant. Mais là, c'est parce que c'est un point où je dois le nommer parce que je me sens pas tout à fait là. Parce que je comprends, je suis désolée que tu vives ça, mais reste vigilant, puis... Oui, non, si j'entends ce style-là lever la main... Accable en esti, mais genre, vaut vraiment mieux appeler puis être confondu en excuses que de laisser... Je te garantis que si j'avais entendu quoi, je l'aurais fait depuis très longtemps, puis pas juste parce que c'est mon écœurant titre, mais parce que c'est la chose à faire, là. Mais je fais confiance à ton jugement, là. Ouais. Désolé à la maison, c'est le côté dark, mais des fois, c'est tabarnak. C'est aussi ça, la vie, guys, hein? On s'en est parlé. Oui, c'est ça. La noirceur. Les tentacules.
l'abysse. Alors... Qu'est-ce que tu avais d'autre, toi, Gab? Moi, Cab? je voulais... Voyons, parce que Val. c'est ça... Comment tu m'as appelé, Gab? Cab. Cab? Non, c'est pas Cab. moi. Je n'ai absolument pas ce talent-là. Mm. On l'a déménagé, Cab, d'ailleurs, Oui, il n'y a pas si elle a longtemps. quitté Hochelaga. Elle a quitté, La baronne. elle a quitté sa baronnie d'Hochelaga pour aller se jucher à flanc de montagne. C'est très beau chez elle. C'est un des Son meilleurs nouvel déménagements ever. Man, on était tellement efficaces, mais c'est parce qu'on s'était pratiqué la semaine d'avant pour Chez le Jake. déménagement à Jake. Mhm. On avait vraiment comme bien fine-tuné la technique de la chaîne là. Mhm. À refaire. Tout le monde qui déménage puis Et? qui ont... Les logements de l'Ouest, les corridors sont grands en tabarnouche. Fait que ça aide beaucoup pour le déplacement de matériel. Hein. Les escaliers sont en marbre, les corridors sont spacieux. Il y avait un foyer dans l'entrée. Un faux C'est, foyer, mais quand même. Ouais, ça faisait riche. C'était très riche. Les Anglais. Alors, Les riches Anglais. les riches anglais qui crachent sur nous autres les frogs. Hey, tantôt, à Papeterie de l'Est, je suis tombée sur un kit, parce qu'ils font souvent ça, là, ils font réémerger d'un passé, genre enseveli, là, toutes sortes de bébelles. Ils rachètent des fonds de l'eau dans des encans, puis ils passent, mais au prix d'antan. Tu sais, j'ai tout le temps des affaires bizarres que je trouve là-bas. Tu sais, genre des vieilles figurines du Hulk, mais de 1975. Ouh. Toutes sortes de cossins de même. Puis là, c'était comme un lot d'aimants de frigo avec le vieux drapeau du Québec, tu sais, avec les fleurs de lys beaucoup plus minces. Là. Ouais. Genre, les pétales sont Mhm. comme plus rondes, plus minces. Oui, Tu sais, oui. c'est comme avant le rebranding des années 80. Là. Oui. C'était malade. On dirait on dirait que les fleurs de lys sont pas finies. Ouais, c'est comme vraiment... en tout cas, c'est un autre design. Puis j'étais comme, hey, ça, c'est ma papeterie de l'Est. Ils vendaient ça 25 cents chacun. Bon. Ça, je te dis. Alors, moi, aujourd'hui, c'est ça. Je m'étais dit qu'on n'en parlait jamais, fait que j'allais vous en parler. Pour ceux qui savent, là, je suis quand même très épicurienne, puis mon champ d'expertise, c'est en alimentation puis en gastronomie. Puis je me suis dit que j'allais vous partager mes lectures de l'été, puis que je suis sûre que ça allait peut-être pouvoir résonner chez vous, bande de geeks, parce que mes lectures, c'est justement des lectures très geeks sur l'alimentation. Oh, wow. Le premier, en fait, Un gros c'est livre, ça. un livre que j'ai avec moi qui s'appelle The Flavor Equation de Nick Sharma. C'est pas un livre de recettes, quoique ça contienne des recettes, mais c'est un livre qui nous explique, en fait, qui décortique les phénomènes associés à la construction du goût. Fait que toutes les émotions, selon lui, sa théorie, là, c'est que l'émotion, la vue, le son, la texture en bouche, l'arôme et le goût égale la flavor. Il n'y a pas d'équivalent en français. Peut-être on pourrait dire flaveur, mais... Flaveur, ouais. Bref, fait qu'il construit, il vous explique avec tu sais, un niveau de détail puis de précision qui donne presque le vertige, mais qui demeure digeste. Comment les choses s'articulent dans votre gueule puis dans votre expérience culinaire. Pourquoi les choses feel comme elles feel, tu sais. Il y a des chapitres entiers sur les principes mécanosensoriels, genre comme tout ce qui est textural. Pourquoi on apprécie les choses qui croustillent? C'est quoi exactement, là, tu sais, biologiquement, notre disposition à accueillir, mettons, l'acidité, quand en anglais on appelle brightness. C'est quoi les interventions, les phénomènes chimiques qui se passent pour que, tu sais, tout ça arrive pour percer le mystère, en fait, de certaines combinaisons de saveurs, pour comprendre comment les humains s'alimentent. Et quand C'est tu dis vraiment saveur, intéressant. c'est comme saveur qu'un grand S. C'est pas juste le goût, c'est toutes les sens Ben, la sollicités. saveur, c'est la perception avec la bouche, dans la bouche avec la salive d'un aliment. La flaveur, ce serait la combinaison de tous ces éléments-là que je t'ai nommés. Genre, fait que la flaveur, c'est le rapport, tu sais, c'est la valeur émotionnelle, c'est l'odeur, parce que c'est la texture qui réfère au goût, au sens du toucher. C'est toutes les choses que j'ai nommées, là. Ouais. Parce que c'est ça, flaveur puis saveur, c'est pas la même chose. Non. Puis sachant que une énorme partie de la saveur est aussi dictée par l'olfaction, tu sais, la rétro-olfaction. Oh, je le surtout. sais. Tu le sais, tout ça, hein? Bon, ben peut-être qu'il y a du monde qui le savent pas. Non, c'est parce que je faisais une blague de mon nez, c'est ça l'affaire. C'était une joke de nez. Oui, je faisais- Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas Ben fait. oui, je goûte pas Chance mal. que tu nous ramènes à l'ordre. Ben oui, c'est ça. On laisserait passer Je des pointe belles dans la bonne occasions. direction. Merci. C'est con. Oui. Fait que c'est ça. Pour ceux et celles qui veulent, tu sais, pas juste apprendre à cuisiner, mais apprendre
comment on cuisine, puis pourquoi on cuisine dans l'optique de devenir peut-être autonome dans la construction de nos propres recettes éventuellement. Ça, c'est vraiment le fun. C'est avancé, mais c'est, comme je vous ai dit, relativement abordable si on y va une étape à la fois. Sens-tu qu'elle t'a aidé, toi? Moi, c'est une belle révision aussi. Je suis Okay. Ouais, c'est ça. Moi, c'est une belle révision. Je suis contente d'avoir ça comme ouvrage de référence. Puis, c'est génial parce que avec la maîtrise de ces paramètres-là, puis la compréhension approfondie de tous ces paramètres-là, ça te permet d'avancer encore plus loin dans la création de tes recettes. Puis le chef Nick Sharma, il est d'origine indienne. Sa mère vient du nord, son père vient du sud de l'Inde. Puis, tu sais, c'est des cuisines complètement différentes. Il y a une histoire d'immigration aussi à travers ça. Fait que, tu sais, lui, son flair puis sa vibe est extrêmement riche, stratifié, diversifié, ce qui fait que ce qu'il propose, il y a à peu près une 50aine de recettes aussi dans le livre. C'est incroyable. C'est vraiment... Ça puise dans toutes les cultures. C'est transnational. C'est delish. J'ai presque tout goûté, puis c'est absolument délicieux. Alors, je vous recommande ça. Ça va vous stimuler. Ça s'appelle The Flavor Equation, The Science of Great Cooking Explained, plus 100 essentiels recipes. C'est évidemment en anglais parce que je traduis au fur et à mesure. C'est sorti en 2020 aux éditions Chronicles de San Francisco. Cool. Superbe ouvrage de référence. Nice. Alors, voilà. Fait qu'on peut aussi parler de manger au Mystérieux Ben Étonnant. oui, on a déjà parlé de manger. Populaire. Une de mes chroniques favorites, c'est celle de Simon sur les céréales il y a quelques années de ça. Ouais, j'ai pas pu amener de dégustation pour personne parce que je suis toute seule chez nous. Là. Non, c'est correct. Juste te dire que j'aime... On peut parler de manger au Mystérieux Étonnant. C'est l'ensemble de la culture populaire. Pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Un autre truc, moi, qui a attiré mon attention au cours de la dernière semaine, puis c'est vraiment dans mon sweet spot, parce que je suis un gros fan, vous le savez, de Scream. Il va y avoir un livre qui va être édité par Penguin Random House. En fait, il est déjà édité, mais il va sortir ce mois-ci, qui s'appelle Your Favorite Scary Movie. C'est un livre de l'autrice et journaliste Ashley Collins. C'est dédié à la franchise Scream, donc pas juste le premier film, mais l'ensemble des films qui sont sortis sous cette bannière. Faut dire, c'est pour un peu souligner l'impact que le film a eu sur la culture, surtout à un moment où les slashers dans les années 90 avaient un petit peu perdu l'intérêt ou l'attention du public. On croyait que c'était un genre qui était mort, mais Scream l'a ramené au goût du jour. Le livre va comprendre à peu près 80 entrevues, c'est pas rien, avec des personnes clés qui ont participé à l'élaboration de la franchise, dont des acteurs, Neve Campbell, Courtney Cox, David Arquette et Kevin Williamson, qui est le créateur et scénariste de Scream. Et sinon, on a aussi Roger L. Jackson. Je ne sais pas si le nom te dit quelque chose, Valérie. Pas en tout. Je pense à Skeet Ulrich depuis que tu as nommé Scream, puis je suis comme, pourquoi il n'est pas là? Skeet Ulrich, c'est qui ça déjà, Skeet Ulrich? C'est le méchant. Le méchant? Ben dans Scream, c'est Skeet Ulrich qui joue le chum de Neve Campbell. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui. Il est en fait dans l'avant-dernier. Non, dans l'avant-dernier, il est le dernier. Il revient en forme de fantôme. Spectre. C'est un spectre de l'esprit, c'est pas un fantôme. Ouais. Mais Roger L. Jackson, c'est lui qui donne la voix à Ghostface dans tous les Screams. Donc, tu sais, il y a la voix du tueur, mais quand il appelle au téléphone ou quand il parle derrière son masque, il y a une voix, et celle-ci est donnée par Roger L. Jackson. C'est James Earl Jones de Scream. Oui, en fait, Scream sans cette voix-là, je pense que c'est pas exactement la même franchise, là. Comme Earl Jones l'était pour Darth Vader, pour Star Wars. Ce qui est intéressant, c'est que c'est lui, Roger L. Jackson, qui a prêté sa voix pour le livre audio. Donc, le livre sort le 19, la version audio du livre sort également le 19. Donc, c'est lui qui va, j'imagine, parler en Ghostface pour le livre, je sais pas. Mais je suis comme... Habituellement, j'évite les livres audio, c'est pas genre quelque chose qui je perds le fil, là, je me retrouve pas vraiment, fait que j'ai vraiment besoin de livres... de lire le livre, mais celui-là, je dois dire que je suis quand même tenté. Donc, ça sort le 19. Scream, ça a rapporté à ce jour 1 milliard de dollars. Il y a un 7e film qui est en préparation. Oui, c'est énorme. Excuse-moi, je vais juste prendre un moment pour m'exclaffer. 1 milliard de dollars, puis on se souviendra pour Scream 5, ils ont comme pas voulu... Ou Scream 5 ou 6? Neve Campbell n'était pas là parce que ça a l'air qu'il était bien cheap sur son cachet. Là, il la ramène pour la 7, là, heureusement, là, pour le 7, mais bon. 1 milliard de dollars. C'est sorti, le livre sort, pardon, pas le livre, là, je me perds dans mes trucs, là. Le 7e film sort en février 2026 et le livre, lui, sort le 19 août 2025. Ça s'appelle Your Favorite Scary Movie. Wow. Yeah. Amazing. Je pense que je vais aller voir le 7e. Je peux-tu passer du 1 au 7 sans manquer je pense que oui. de développement? Je pense que tu peux écouter. T'as-tu déjà écouté le 2?
dans le temps? Je pense que oui. C'est ça là que Courtney Cox, elle a genre un toupette qui n'a pas d'allure. Oui, il y en a plusieurs où elle a un toupette qui n'a pas d'allure. Mais je pense que c'est celui qui se passe au collège, qui est un de mes préférés aussi. C'est celui où elle joue la reporter qui enquête. C'est comme la recréation du film. Il n'y a pas un film à un moment donné qui est tourné ça, c'est sur le 3, les événements? là. OK. Oui, puis... Ben, man, je pense que j'ai même vu le 3 parce que ça me dit quelque chose. Oh, le 3 qui n'est pas très bon, malheureusement. Ben, ouais. Mais oui, tu pourrais passer, je pense, du 1 au 7. Facilement. OK. Ouais. Neve Campbell revient. T'as plein de raisons d'y retourner. Sinon, Val, la dernière fois que tu étais là, on a parlé de Aliens vs. The Avengers. Oui. On avait bien aimé. Super bon. Ouais, une bonne BD de Jonathan Hickman et Isab Rebic. Et là, Marvel Comics a annoncé au San Diego Comic-Con la semaine passée qu'il y a une nouvelle mini-série de 4 numéros qui va s'appeler Alien vs. Captain America. Parce que quand un citron... c'est ce qui se passe sur Terre. Pas vraiment, non. En fait, ça se passe pas dans le même univers parce que ça se passe durant les événements de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, même si c'est techniquement... C'est Marvel, mais c'est pas le même univers que des Avengers qu'on connaît. Donc, c'est signé Frank Thierry et Stefano Raphael. Ça sort en octobre prochain. Et on n'en sait pas vraiment plus. On sait que Captain America est envoyé pour une mission dans les Himalayas. Puis il tombe sur des aliens. Puis là, il y a du alien shit qui se passe. Mais bon, on va voir si c'est aussi bon que Aliens vs. Avengers, qu'on avait bien apprécié. Mais ça, là, m'intrigue quand même. Très cool. C'est ce que j'avais en termes de comics. Puis je pense que toi, tu avais fait le tour, mais j'ai un dernier truc, suggéré fortement le documentaire de Mark Monroe, Titan de Ocean Gate, The Ocean Gate Submersive Disaster. Oui, Rhume embarque au moment que je dis le titre, c'est une très bonne idée. Donc, c'est un documentaire de presque 2 heures qui est disponible sur Netflix, qui est sorti, je crois, en mai dernier. J'en avais entendu parler par le comédien, l'humoriste Bill Burr, qui le décrit très bien. Qui est hot, Bill Burr, je l'aime. J'adore Bill Burr. Il est comme dans son George Carlin arc en ce moment. Oui. Là. Il est en train de devenir... Oui. Il est en train de devenir très décent parce qu'avant, il était juste fâché, arrogant puis il lâchait pas. Puis là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il a pris des shrooms. Ouais. Puis il s'ouvre. Exactement. C'est beau. Oui, ouais. Puis c'est lui qui cite cette expérience-là, comme quoi ça l'a vraiment marqué puis ça lui a permis de découvrir qu'il y avait quelque chose tout en arrière de lui qui finalement qui nourrissait l'être qu'il est. Mais ouais, il parlait de ce documentaire-là dans le cadre d'un de ses podcasts, puis ça m'a vraiment... Ça a piqué ma curiosité, je l'avais mis sur ma liste, puis finalement, comme n'importe quelle liste de Netflix, ça prend la poussière. Je l'ai parti en fin de semaine, en me disant ce genre d'affaires que je vais écouter en background pendant que je fais autre chose, puis j'ai été vraiment accroché au doc. Ça documente surtout tous les événements qui ont amené à la destruction du Titan, notamment la personnalité du dirigeant d'Ocean Gate, qui est un gars, comme beaucoup ces gars-là sont, du monde des gens brillants, qui, à un moment donné, l'ego prend le dessus sur la raison, parce qu'ils ont souvent des visions de grandeur, et cette vision-là, ou ce caractère-là, leur a permis d'aller loin dans la vie, de pousser, de même peut-être tasser des gens, mais c'est aussi ce qui amène... des fois à leur perte. Dans ce cas-ci, littéralement, la perte de la vie du dude. Mais si c'est pas leur perte, c'est souvent la nôtre. En fait moi, j'ai aucune admiration pour cet tempérament-là. Non, moi non plus. De plus en plus, je me rends compte que ces gens-là, c'est des sociopathes fonctionnels. Là. Puis Bill Burr en parlait comme d'un sociopathe fonctionnel. Puis en écoutant le documentaire, il y a des gens qui le décrivent comme ça. Puis c'est assez évident qu'il y a eu énormément de moments dans l'histoire d'Ocean Gate, dans la création du Titan ou dans les prototypes qui ont suivi auparavant, des alertes, d'innombrables alertes de gens compétents, des ingénieurs, des gens qui ont averti le dirigeant que ça allait pas bien se passer. Tout ce qu'il lui cherchait, c'est à contourner les règles de sécurité aussi de... Tu sais, il y a des règles qui sont établies autour de l'exploration marine pour des raisons, entre autres en termes de certification, entre autres en termes de qui fait quoi sur le sous-marin. Par exemple, il a trouvé une manière de contourner... On n'a pas des passagers, on a des mission specialists, parce que chacun des passagers avait une application... Oui, c'est du crossage, là. Il y avait une application sur le sous-marin. Donc, c'est pas un passager, c'est un radar specialist, mais ça reste un passager. C'est juste qu'il y a une tâche à faire, c'est de regarder les radars quand il descend. T'sais. Fait que tout le long du film, c'est lui qui prend ce genre de décision-là, qui ignore les gens qui sont aussi brillants, sinon beaucoup plus brillants que lui, et ça amène à ce qu'on sait, la destruction du Titan, la perte de vie, sa vie à lui, la perte de vie humaine d'innocents qui étaient là dans le sous-marin pour aller voir le Titanic. Puis tu sais, c'est full ironique quand tu penses à ça, puis je suis pas le premier à leur souligner à quel point le Titanic, c'est un peu une carte postale qui parle de l'ignorance, ou plutôt
L'hubris. Ouais, des humains. Puis là, t'as une autre chose qui est arrivée exactement au même spot, presque 100 ans plus tard, mais pour des raisons différentes, mais très similaires à la fois. C'est une histoire qui va se perpétuer encore longtemps, mais je pense que c'est une histoire qui est importante à savoir. Tu sais, il y a beaucoup de ça, là. J'écoutais je t'en ai déjà parlé, je pense, le balado du pharmacien, là, des dérives récemment. Puis la 3e saison parle de la dérive médicale, puis des gens qui sont des scientifiques qui finissent par devenir des marginaux, qui ont des idées absolument farfelues. C'est le même genre de personnalité. C'est le même genre de pathologie psychologique qui les amène à aller trop loin, puis amener plein de désastres de différentes façons. Puis ça me fascine. Je pense que c'est ce qui va faire notre perte ou notre salut, c'est d'apprendre à reconnaître ces gens-là, puis d'arrêter de les mettre sur un piédestal. C'est des humains comme nous avec des enjeux, des problématiques, puis ils sont faillibles. Ils sont faillibles comme nous. Donc, c'est un autre exemple, le Titan. C'est vraiment très bon. Je rappelle le titre Titan de OceanGate Submersible Disaster. Je vous le conseille fortement. Ça peut rentrer dans le true crime, qui est un genre que moi j'affectionne particulièrement. Il y a tellement de choses dans ce que tu viens de dire, Ben, là, mais je pense que ça pourrait être l'objet d'une très longue discussion d'un épisode à part. Là, mais tu as mentionné souvent la question de la brillance. Genre, on admire, moi, je pense fondamentalement à tort, cette intelligence-là. J'utilise des guillemets radiophoniques. Puis moi, j'aimerais ça qu'on se questionne vraiment sur ce qu'on conçoit être de l'intelligence, comment c'est en fait complètement partiel, ce type d'intelligence-là, performative, qui n'est pas du tout une intelligence interconnectée, qui n'est pas du tout une intelligence sensible. Non. C'est vraiment une intelligence de la prouesse héroïque, comme mathématique rationnelle, mais même pas si rationnelle que ça. Rationnel que ça. Faire abstraction de tout le reste, sauf de ton propre ego, je trouve pas que c'est une preuve d'intelligence. Non. Au contraire, c'est juste parce que la société, on l'a construit à cette image-là, puis nos mythes sont construits autour de ça. Puis, tu sais, je veux dire, on fait juste reconnaître dans ces personnages-là, tu sais, quelque chose qui nous sécurise parce que ça existe déjà. On n'a jamais été capable de repenser, en fait, le concept d'intelligence de façon beaucoup plus intelligente, sans faire de mauvais jeu de mots, puis de comprendre que c'est ça, tu sais, on peut pas faire abstraction de l'interrelation de toutes les choses, puis avec le niveau de savoir qu'on a accumulé, puis où la technologie nous mène, où les développements du savoir nous mènent, tu sais, ça fait aucun sens que ces gens-là, on les admire encore. Moi, je pense que ça parle beaucoup. Ça parle pas autant de la remarquabilité de ces gens-là que de notre propre désengagement puis de notre propre abandon dans la culture de notre propre intelligence collective. Mais je pense que tu l'as bien dit. On a été... En tout cas, moi, je me souviens dans les années 80-90, on était élevé avec l'idée que les gens... Il y avait des gens brillants puis il y a des gens moins brillants. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Ben oui. Puis ce qu'il faut comprendre, puis je pense que le balado de Dérive l'explique beaucoup plus que moi, là, puis je sais que j'arrête pas d'en parler, mais ça m'a tellement habité, là, surtout la 3e et 4e saison, c'est extraordinaire. C'est que l'esprit de ces gens-là, leur esprit de contradiction, c'est ce qui les a aidés à les amener quelque part. Mais la réalité, c'est que c'est aussi cette même pulsion-là, je vais appeler ça comme ça, cette même propension-là qu'ils amènent à faire des dérives complètes. Faut mais arrêter parce que c'est individualiste. Il y a ça, mais aussi le fait que tu peux pas, comment je peux dire ça? C'est lié à l'ego également. Si tu es propulsé, si tu as une pulsion de vouloir accomplir des choses grandes, ça peut être bon, mais ça veut pas dire que c'est bon, puis ça veut pas dire que tu as tout le temps raison non plus parce que tu es à contre-champ. Mais c'est ce qui les habite surtout. Oui, mais c'est ça, c'est parce que cette espèce de... C'est cool que tu dises propulsion, parce que, tu sais, petit véhicule sous-marin, propulsion, etc. Mais, tu sais, cette envie-là de tracer son chemin, là, tu sais, comme une roquette en ligne droite, là, tu sais, la fulgurance de tes accomplissements, toi tout seul, puis ton génie, là, ça peut juste te mener dans le mur. Ben oui. Ça ne pourra jamais... Tu sais, moi, en tout cas, je pourrais jamais reconnaître ça comme de l'intelligence. Je suis rendue dans un stade dans ma vie... Steph Elsie nous écrit « Passion dérive, la rigueur de ses balados, c'est bonhomme avec des étoiles dans les yeux. » Oui. Tu as bien raison, Stéphanie. Je sais plus ce que je disais, mais ouais, moi, ça m'ennuie maintenant. Là, je peux plus être émerveillée par le spectacle de ces gens-là. Je les trouve
stupides. Je les trouve faibles, en fait, là. Puis j'aurais pitié d'eux s'ils n'eût été de tout ce pouvoir qu'ils avaient entre les mains, là. C'est pas autant leur travail de se calmer que le nôtre de reprendre nos droits, en fait, puis notre envie de travailler, hein. Travailler, qui disait. Puis c'était Lucien Bouchard. Lucien Bouchard, excuse-moi, pas René. Vous travaillez pas, faut travailler. Ben, je l'ai très mal. On dirait que c'est comme. Je l'ai déjà eu très bien, moi. Mais je l'ai pas fait longtemps. Travailler! Ouais, c'est plus ça. Il a pas pensé. Travailler! Ouais. On voulait faire ça au Comic-Con avec mon ami de Travailler! Man Gagnon, on voulait se déguiser en Lucien? En Lucien, puis juste dire au monde de travailler du bout de la canne, tu sais. Alors, ce monde-là, il travaille pas! Hey, travailler! Hey, tu l'as bien, là. Ouais. OK. Malade. Ça, c'est ma contribution. C'est incroyable. Mais bref, tout ça m'ennuie. Je les piffe à 100 000 à l'heure. Puis c'est ça. J'aurais pitié d'eux, puis j'aurais envie de les prendre dans mes bras puis de leur dire « Hey, t'es pas obligé de faire ça. On t'aime. » T'es en sécurité. T'as-tu déjà entendu? J'ai oublié le nom de la personne. Là. Je pense que c'est un psychanalyste. En tout cas, quelqu'un qui avait étudié dans les années 60-70 qui avait une théorie que tout est comme... Puis là, je vais avoir l'air d'un gros cégepien qui vient de découvrir la philosophie. Là. Mais que tout est en fait une pulsion de mort. Toute action, genre l'idée d'avoir des enfants, l'idée de créer. Ben ça, c'est un projet de mort. Freudien, là, de la psychanalyse. Non, c'est pas de ça. C'est vraiment l'idée d'un projet de mort. Les sociétés, c'est des projets de mort. Les institutions, c'est des projets de mort. Les projets personnels, c'est des projets de mort. C'est l'idée que c'est ce qu'on veut laisser, c'est un genre de legs, puis de quelque chose qui va être éternel, qui va nous persister. Il faudrait que je retrouve le nom du dude. Puis il disait même les guerres, c'est deux projets de mort qui se rencontrent. Projet de mort, c'est... par projet de mort, t'entends un projet de postérité après la mort? Un projet qui va te laisser inscrit dans l'histoire? Oui, mais c'est plus compliqué que ça. C'est quelque chose... De la façon que moi je l'ai compris, c'est ce que tu veux faire comme trace, puis ça te donne que ces traces-là vont rester après ton passage. Puis c'est pas conscient, là. C'est pas que tu dis « je laisse ça pour la postérité », quoi qu'il y en a qui ont ces objectifs-là, là, mais c'est l'idée que toute initiative est en fait un projet de mort, que tu le saches ou pas. Les institutions, c'est un projet de mort. Les gouvernements, c'est un projet de mort. Puis des fois, quand il y a des conflits, des guerres, c'est deux projets de mort qui se rencontrent. C'est intéressant, mais j'essaie de trouver le nom du... Faudrait que je le retrouve. Là. J'ai lu ça dans de... Philosophe du 20e siècle? Ouais. Il est décédé du cancer, malheureusement, dans les années 60-70. Faudrait que je le retrouve. C'est un Français? C'est un Américain. Je l'ai lu dans le livre de What the Fuck... Non, Mark Manson, c'est lui qui le cite dans son What the... Mark Maron. Non, Mark Maron, c'est quelqu'un d'autre. Ben, tu dis what the fuck, Mark Non, mais j'essaie de me finir la phrase. Le nom du livre, c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ah oui, excuse-moi. C'est ça. Puis dedans, il en parle de ce type-là qui avait... En tout cas, il est mieux expliqué qu'est-ce que je le fais, là, mais j'ai l'impression que ce dude-là qui était dans Titan avait un projet de mort. Il avait clairement un projet de mort. Qui l'a écoute, ça m'enchanterait de pouvoir lire sur cette chose. Il a été ridiculisé pendant des nombreuses années. Là. Il a été même chassé de l'académie à couper dans le cul. Puis finalement, c'est plus tard, vers la fin de sa vie, puis même posthume, que ces théories ont été... Henri Bert? Non, je pense pas. Écoute, absolument, je sais que j'ai le nom, mais que tu me le dirais, puis je pourrais te confirmer ou non, mais là, j'ai aucune idée du nom. Ce n'est pas grave. Ouais. Mais c'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup réfléchir à la mort. Comme certaines personnes savent. Mais c'est ça. J'ai écouté cet après-midi, en fait, un fascinant podcast qui s'appelle The Grey Area de Sean Illing. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Non, je vais le noter. C'est excellent. Et il y avait... affiché tous les épisodes, je vais juste retrouver le nom de la personne. Mais il y avait une rencontre avec un philosophe éthicien, écologiste. Excuse-moi, j'essaie de retrouver son nom. Pourquoi il me le dit pas? J'arrive. Mais Mark C. Taylor. Mm-hmm. C'est un philosophe, c'est un critique culturel, puis il parle de l'exercice de pensée, là, l'espèce de thought experiment, c'est « What if humans went extinct next Friday? » Vraiment hot. Le gars, il parle de ce que ça représente, en fait, vivre à l'ère de l'effondrement des écosystèmes puis de la société aussi, simultanément. Ces deux choses-là se nourrissent, là. Puis fait que ça parle de mort en masse, mais avec une lucidité comme assez étonnamment
réjouissante, genre ça positif? fouette, là. Ah ouais. Ben, c'est... Moi, tu sais, genre, hope, là, c'est plus important pour moi, l'espoir. Moi, je veux savoir quel est le plan, puis comment on va y arriver, tu sais. Ça met ça met en dialogue aussi, tu sais, les techno-optimistes, là, qui pensent que, genre, on va tout régler. Sauver, ouais. Ouais, c'est ça. La technologie va tout sauver. Là, c'est un peu une refonte de la prémisse de The Wizard and the Prophet, là, qui est un excellent livre qui articule deux pensées, celle du techno-optimisme, voire la techno-utopie versus... Sandstorm. Exact. C'est ça. Mais en tout cas, j'ai écouté ça cet après-midi. C'est gratis. Allez écouter ça. C'est malade. C'est fou la quantité de trucs gratuits qu'il y a sur Internet quand même. Ben, là. gratuit, je veux dire, tu cotises quand tu peux parce que tu veux Oui, bien financer sûr, la mais- production de ce contenu-là. Puis je me tape des fucking pubs, là, tu sais, gratuits entre guillemets, mais genre, j'ai entendu là, des publicités sur l'investissement en Moi, je crypto-monnaie. paye là. pour YouTube, pas de pub. Fait que ça donne à quel point je suis un crackpot. Insane. Je suis un crackpot, arrêtez-moi. Est-ce que tu trouves toute ta musique aussi sur YouTube? Une bonne partie, oui. Une bonne partie. C'est souvent comme ça que je finis mes soirées. Je me fais une petite playlist de YouTube pour fermer la soirée. Puis est-ce que sur YouTube, quand tu payes, tu peux écouter des films? Non, mais tes loups à l'unité. non, quand il y a même. des films qu'il faut que tu loues puis tu payes à l'unité, mais comme n'importe quoi, comme un peu à Tubi, il y a des films gratuits. Il n'y a pas si longtemps, j'avais parlé du documentaire sur Mike Mignola, qui est un artiste de comics, puis le documentaire a été acheté pour un certain temps par YouTube, puis il est gratuit en ce moment. Il y en a plein. Des fois, il y a de la crap, là, on s'entend, là, c'est pas toujours les meilleurs films, mais des fois, il y a des petites perles intéressantes que tu peux trouver gratuitement. Mais comme n'importe quel service comme Apple et compagnie, tu peux y aller à la pièce puis louer des films. Là. Parfait. Ouais, on y échappe pas. Bon. Moi, j'ai fait le tour des trucs dont je voulais parler cette semaine, Val. T'as-tu autre chose? Hey, toi? moi aussi, on a quand même fait 1 heure, Ben. Ben oui, c'est ça, je suis vraiment surpris. Ben tant mieux, tant mieux. Je vais aller des petites annonces, puis on va parler d'Happy Gilmore. Oui. Parfait. On fait une pause? Après. Ok. Oui, après. Je vais aller voir justement ce qui se passe à côté, parce que c'est... Parce que moi, je veux une autre bière. Ah, OK. Ah, tu vois, moi, je bois pas. Bon, de l'eau. T'es moralement supérieur. Ben oui, c'est pour ça que je l'ai souligné, parce que moi, j'aime ça, mettre ça, le monde, dans leur caca. J'aime ça, me sentir supérieur. C'est quoi, on est les Mystérieux Étonnants en 2006? C'est bon. Excellente autodérision. Bravo. Oui, non, mais en tout cas. Je vous rappelle qu'on a un Patreon si vous voulez encourager les Mystérieux Étonnants. C'est de faire en sorte qu'on continue à vous donner du contenu qui, 99% du temps, .9, ne comprend pas un rhume. On a une plateforme qui s'appelle Patreon. Puis en échange de votre contribution, on a du contenu gratis. On a Bifurcation, qui est un podcast exclusif pour les membres Patreon. On a fait un épisode spécial la semaine passée sur Superman. Puis après, on s'est rendu compte qu'on avait dit qu'on allait parler du futur de DC Comics, DC Studios au cinéma. Puis on n'en a pas parlé durant le quart de l'émission. Fait que Jake et Guilla, qui étaient là la semaine passée, on a décidé ensemble de parler de ça, et l'épisode en ce moment est disponible sur Bifurcation, sur notre Patreon. Donc, il y a plus de 160 épisodes de Bifurcation. Quand vous donnez au Patreon, vous avez accès à l'entièreté. Habituellement, on fait des cycles dédiés à des réalisateurs ou à certains types de films. Puis après, l'été, on va revenir avec Antoine puis Rémi. On va refaire un nouveau cycle. On n'a pas encore décidé exactement ce qu'on faisait, mais les 163 épisodes sont disponibles en ce moment. Aussi, en échange de votre contribution Patreon, on vous donne accès au Discord des Mystérieux. C'est comme Internet, mais c'est comme Internet sans trou de cul. C'est vraiment le fun. C'est mynoise.net et le Discord des Mystérieux. Vous êtes setés, là. Oui, d'ailleurs, je vais aller poster mynoise.net sur le Discord des Mystérieux Étonnants. Nice. Si c'est pas déjà fait, il y a des gens qui écoutent le show puis live vont des fois partager justement sur le serveur ce qui se passe. C'est vraiment une belle communauté. En fin de semaine, on écoutait de la lutte. On fait ça souvent le dimanche. On écoutait la deuxième journée de SummerSlam. C'était une grosse journée. C'était une grosse journée de lutte. C'est vraiment le fun. Beaucoup plus intéressante que la première. Puis durant Halloween, Noël, on écoute également des films. Vous faites en sorte aussi qu'on est capable de faire Terre Kaiju, qui devrait éventuellement enregistrer son épisode final. Là, l'épisode final où on va tous participer. Le boss de la fin, là. Le boss de la fin des épisodes de Terre Kaiju. Il y a aussi Terre Humaine chez Isidore et Noël chez Isidore. Et on est disponible partout, Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music. Et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants, sauf celles de 2006, sont disponibles sur notre site Internet. On est sur Facebook, Instagram et bien sûr en archive sur notre site. Mais on est surtout sur le Discord. C'est vraiment là où je suis actif. Moi, j'essaie de participer le moins possible aux médias sociaux. C'est parce que j'aime pas ça. Je vous invite aussi à nous envoyer un message vocal. Ça fait une couple de semaines qu'on a reçu un message vocal de la part de nos auditrices, auditeurs. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. C'est un lien vers un SpeakPipe. C'est une plateforme vraiment facile à utiliser. Vous pouvez même écouter votre message avant de l'envoyer. Même chose pour le lien vers le Patreon, le lien dans le descriptif de l'épisode.
Puis je vous rappelle que c'est super facile de s'inscrire et se désinscrire à Patreon si pendant un certain temps vous ne voulez plus donner ou ne pouvez pas donner parce que, bon, on a tous des restrictions monétaires. C'est vraiment facile. J'apprécie pour tous ceux et celles qui donnent au Patreon. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui se sont abonnés. Donc, sachez que tous les fonds amassés sont réinvestis dans le projet. On va prendre une petite pause avant de parler de Happy Gilmore 2 et on revient dans quelques instants. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'un film, un film de Adam Sandler, Happy Gilmore 2. Oui, la suite du Happy Gilmore, 30 ans plus tard ou presque. Un film réalisé par Cal Newacek, scénarisé par Tim Hernley et Adam Sandler, qui reprend le rôle titulaire. Ça m'en vedette Christopher McDonald dans le rôle de Schuster McGavin et Julie Bowen, qui joue dans le rôle de Virginie, qui était l'intérêt amoureux de Adam Sandler dans le premier film. Il y a tellement d'autres mondes. Oui, il y a plein de monde. C'est un party, là. Il y a beaucoup de caméos de golfeurs que je ne sais pas c'est qui aussi. Là. Ça, c'est tout au long du film. Il y en a beaucoup. Avant d'en parler en détail, on vous rappelle qu'on spoil dans la partie d'émission. Donc, si on n'a pas... si vous n'avez pas vu le film, faites pause et revenez au show quand ça sera fait. Puis voilà, on va en parler juste brièvement. Ton appréciation globale, générale, Val, puis après on va aller dans le vif du sujet. Est-ce que tu as aimé Happy Gilmore 2? À cause de ma disposition très favorable et accueillante et délétère hier, j'étais enchantée de voir Happy Gilmore 2. J'étais dans le même mood que quand j'ai vu le premier, c'est-à-dire j'avais pas d'attente. Puis j'ai trouvé ça correct et tendre. J'étais pas fâchée. Oui, OK. Moi, j'ai réécouté le premier juste pour me mettre dedans. J'étais pas un grand fan d'Happy Gilmore, mais c'est un film que j'apprécie bien. Et même chose, malgré la haine, tout ça que j'ai vu passer brièvement en ligne, j'ai bien aimé Happy Gilmore. J'y reconnais plein de torts. C'est pas un film parfait, bien sûr. Quoiqu'on n'a pas besoin d'avoir un film parfait pour l'apprécier. Mais... Prends ton souffle. Mais j'ai trouvé ça correct. Peut-être un peu long. Mais sinon, parce que le premier, l'original est 1h30, celui-là est presque 2 heures. On aurait pu couper dans le gras une coupe de place, une coupe de caméos qui était non nécessaire. Mais sinon, c'est quand même une suite qui est acceptable. Voilà. Ouais, je trouve aussi. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, personne va là pour voir un film puis se déployer une intrigue complexe et bien ficelée. Tu sais, honnêtement, genre, je trouve que ça représente bien ce que Adam Sandler est, mais en tout cas, ce qui est perçu comme étant, là, c'est-à-dire quelqu'un de quand même consensuellement le fun, puis, tu sais... inclut ses amis dans ses projets. Assez bon, près de sa famille et de ses amis, tu sais, c'est les sujets centraux du film, puis c'est un peu ça, là, le party, c'est juste comme, hey, je refais une sequel 30 ans après le premier film. Ça vous tente de participer? Puis tout le monde a l'air d'être là, tu sais, de gaieté de cœur. Il y a personne qui fait comme « Ah non, tu sais, il va falloir que je vais en parler à mon agent, puis tu sais, le cachet, faut qu'il... » Non, genre, je suis sûre que tout le monde a dit oui, parce que c'est ça, tu sais, au-delà de genre, comme tu dis... les Julie Bowen puis Christopher McDonald, il y a quand même une chier de gens oui, là, qui sont plein de venus, monde. là. Oui. Il y a Benny Safdie, il y a Bad Bunny, le chanteur. Qui est aussi un lutteur. Qui est aussi un lutteur. Il y a beaucoup de lutteurs dans le film. Becky Lynch est là, MJF est là. Ouais. Il y a Ben Stiller qui reprend son rôle de Hal. Je sais plus c'est quoi son nom. Tu sais, Kevin Nealon. C'est beaucoup articulé autour de la gang de Saturday Night Live aussi, qui est un empire / univers que moi, j'affectionne particulièrement. Ouais, moi aussi. Ce qui a rendu le film, tu sais, encore plus agréable à mes yeux, c'est de voir la rencontre, c'est ça, tu sais, entre les... T'sais, le crew de l'époque de Happy Gilmore, genre avec Kevin Nealon, puis cette gang-là, puis de voir ça s'articuler avec les nouveaux, là. Genre, il y a, comment il s'appelle les trois jeunes qui font des cours. Ouais, tu sais, il y a Margaret Qualley, il y a Eric Andre, qui est malade, puis l'autre petit dude avec les lunettes, je me rappelle jamais de son nom, mais lui, c'est un des cast members de Saturday Night Live en ce moment, mais depuis peut-être 2-3 ans. Il est dans un petit trio comique d'auteurs, puis tu sais, ça colle, c'est le fun, c'est comme très réjouissant. C'est comme un peu les Lonely Island de maintenant. Ouais, exact. En termes de production, tu sais, c'est plus jeune, c'est plus... puis c'est souvent des trucs préenregistrés qui sont diffusés dans le cadre. Oui, c'est ça, ouais, exact. Puis c'est drôle parce que le gars qui faisait Ambiguously Gay Duo, dans le temps, il joue l'avocat, là.
Tu sais, c'est ça, il y a comme... Tu sais, c'est encore plus réjouissant si tu connais un peu l'histoire de SNL, puis tu vois les liens qui sont créés entre ces gens-là qui pourtant sont séparés par des générations, tu sais. Puis c'est ça, là, je veux dire, hey, c'est le festival du caméo, là. Il y en a un puis un autre. Ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, genre, t'as-tu reconnu Eminem? J'ai reconnu Eminem, j'étais très surpris de le voir parce que quand il s'est retourné, je pensais que ça allait être l'acteur qui joue le Heckler dans le premier film. Puis il est décédé depuis. Il y a plusieurs acteurs qui sont décédés depuis le premier. Ouais. Il y a eu quand même 30 ans qui séparent les deux films. Puis là, c'est Eminem. Je suis comme, qu'est-ce que Eminem fait là? Puis en même temps, why not? OK, c'est Eminem. Il joue le fils. Il est le descendant du type dans le premier. Puis c'est là où je pense que le film essaie de mettre beaucoup de choses, de présenter mettre plusieurs personnes à l'avant, des caméos. Il y a des caméos, il y en a plein. Puis ce qui contribue à sa longueur. Puis je pense que c'est un peu l'ennemi premier du film. T'sais, ça, puis aussi l'espèce de bifurcation à un moment donné entre... Bon, l'élément déclencheur, c'est il perd sa maison parce qu'il boit trop, parce qu'il a tué sa femme. Par accident. Mais il veut que sa jeune fille, son ado, aille dans une école de ballet qui coûte full cher. Fait que c'est ça son incitatif pour participer au concours. Mais là, il arrive l'espèce de deuxième élément déclencheur qui est genre, oui, mais là, le golf en tant que golf est menacé par l'émergence d'un nouveau sport. Golf extrême. C'est ça, le golf extrême qui s'appelle le Maxi Golf. D'ailleurs, shout-out à Benny Safdie là, qui joue le CEO d'une compagnie d'energy drinks qui s'appelle Maxi, qui a voulu accélérer le sport du golf, le rendre plus excitant, plus sexy. Il est insupportable, pour vrai, il joue super bien. Très désagréable, ouais, c'est ça. Il est parfaitement désagréable. Puis, tu sais, lui aussi, là, c'est comme dans la grande réunion de famille de tous ces gens-là, c'est une personne intéressante, tu sais, dans le milieu cinématographique actuel. Tu sais, c'est un scénariste, c'est un réalisateur, c'est un gars qui collabore avec plein de gens, là, tu sais, comme intéressant. Il projette un film qui va sortir bientôt, tu sais, avec A24. Ouais. C'est comme quelqu'un... Excuse-moi, je t'écoute. Non, je t'en prie, vas-y. Il était dans Oppenheimer. C'est un des acteurs principaux d'Oppenheimer. Oui, c'est ça. Il a travaillé d'ailleurs avec Adam Sandler dans le film Uncut Gem. Exact. C'est un film extraordinaire qui tout le long, t'es à bout de souffle. Il était surtout en collaboration avec son frère jadis. Puis là, il est passé devant la caméra surtout. Mais c'est quelqu'un qui a, tu sais, comme tu disais, je pense que tu allais dans cette direction-là, ses doigts dans plusieurs pots. Il fait de la comédie, il fait du drame. Puis là, il joue un personnage excessivement... Tu sais, on parlait tantôt de CEO désagréable puis épais. Ouais. Là. Ça, c'en est un. Là. Un sociopathe fonctionnel. Ça, c'en est un. Mais tu sais, c'est quasiment... Il est pathétique, puis c'est quasiment pas caricatural. Tu sais. On s'entend, si vous aimez pas l'humour gros, voire grossier d'Adam Sandler, de ses films, c'est pas le film qui va vous convaincre du contraire. Tu sais, ça reste très bas niveau. Tu sais, c'est lowbrow, comme ils disent. Mais moi, j'aime... Mais ça a légèrement évolué. Oui. Tu sais, genre, il y a un regard sur lui-même qui a évolué. Il y a une certaine autocritique, autodérision, puis le sentiment du temps qui a passé, puis de l'époque qui change aussi. Tu sais, les jokes, des fois, il fait des setups pour des jokes que tu sens qu'ils vont être déballés dans la fange. Finalement, c'est un petit peu plus élevé que tu pensais. Tu sais, il y a comme dit Benoît, c'est zéro. On n'est pas dans la finesse. Ben non, c'est pas ça non plus. Mais il y a quelque chose de très plaisant, pareil, de comme... C'est comme un reposant, voir ce film-là. Ben, il y a quelque chose de désengagé, justement, intellectuellement, puis d'enfantin, puis de vraiment pas... c'est ça, c'est enfantin. Il n'y a pas de mesquinerie, vraiment. Tu sais, c'est comme si on jouait au jeu de s'affronter. Tu sais. Même les méchants. Risques sont... Même les méchants sont pas si méchants, ils sont juste caricaturaux. Ils sont caricaturaux, puis Shooter est là et de retour dans le film. D'ailleurs, je le trouve un petit peu sous-utilisé. J'aurais aimé ça le voir davantage mis de l'avant. C'est pas lui le méchant du premier, tu sais. Non. Mais sa chimie avec Sandler fonctionne étonnamment bien 30 ans plus tard. Voir les deux ensemble, puis je venais d'écouter le premier, tu sais. J'étais, mon Dieu, pourquoi ça fonctionne autant? Ça devrait pas fonctionner comme ça. Puis de les voir unifiés, tu sais, pour la même cause, sauver le golf, puis tu sais, quand Shooter retrouve... là. Ah ouais, j'étais full dedans. C'est pour ça que je trouve que c'est dommage. Il y a sa grosse scène,
mais j'aurais aimé ça qu'il soit beaucoup plus impliqué, qu'il soit aux côtés de Sandler tout au long des parties de golf, parce qu'on l'a pas dit, mais à la fin, ça finit sur un grand tournoi sur le terrain du Maxi Golf. Ah ouais, c'est surréaliste. Ça n'a pas rapport. Là, on dirait un terrain de golf à la Mario. Là. C'est Mario Golf. Imaginez-vous, c'est ça, c'est Mario Kart. C'est comme si le rigolfeur était le rigolfeur sur l'acide rencontre Mario Kart, mais est à l'échelle d'un vrai terrain de golf, d'un fairway comme de 18 trous. Là. Ouais. Fait qu'il y a comme des plateformes qui bougent, il y a du feu, il y a comme des tableaux, entre guillemets, au sens jeu vidéo du terme. Oui, il y a un tableau de glace. Il y a le tableau de glace, il y a le tableau de feu, il y a le tableau du désert, il y a comme la forêt de 500 verges qu'il faut que tu traverses avec un seul drive, puis ça se peut pas. Mais il y a plusieurs choses à dire qui sont vraiment le fun, mais en gros, c'est vraiment le facteur humain qui est le plus intéressant. Puis moi, j'avais vraiment du fun, là, à genre Wikipédier toutes les choses, puis voir puis là genre John Farley, le frère de Chris Farley est là, Eminem qui arrive, puis là Benny Safdie, tu savais-tu que c'est le petit neveu de Moshe Safdie? Non, c'est qui ça? Moshe Safdie, c'est un éminent architecte, dont l'architecte de l'Habitat 67. Ah ouais, puis un lien avec Montréal. Puis Happy Gilmore 2. Non, mais attends, tu veux-tu que je te dise, c'est quoi le lien le plus flabbergastant avec Happy Gilmore 2? C'est que moi, Valérie Guerilla, je suis à 1 degré de séparation de Adam Sandler. Mais non. Comment ça? Ben oui. Parce que la personne qui double Adam Sandler dans la version québécoise, c'est Alain Zouvi. Et moi... C'est pas lié à Alain Zouvi? Ben oui, moi, tous les 24 décembre, depuis plusieurs années, je réveillonne avec Alain Zouvi et sa famille. Comment ça, je savais pas ça? Parce que c'est le père de mon ami Fredo, en fait. Le fils de Anne Miller, qui était ma prof de théâtre dans le temps. C'est une relation qui s'est bâtie au départ dans un contexte de, mettons, mentor protégé. Puis là, au fur et à mesure que je grandissais, ben, on est devenus amis. Puis là, ben, c'est ça. Fait que là, je sais pas comment je me suis ramassée dans ce party mix-là. C'est mieux d'y parler de Happy Gilmore 2. Là. Ben, Noël passé, on avait une grosse discussion sur l'industrie du doublage, puis comme quoi, tu sais, Alain Zouvi, c'est la voix de Brad Pitt depuis forever, puis que là, les nouveaux execs des studios... Ils l'aiment pas. Pas qu'ils l'aiment pas, c'est juste qu'ils pensent vraiment plus en termes de gros cash sale que de... On a fidélisé une certaine clientèle, on a habitué les gens à cette correspondance voix-image-là, puis tu sais, c'est comme respecter les auditeurs. Là, les auditeurs, que de continuer cette filiation-là, puis à ce temps, ils sont juste comme, non, toi, tu cherches trop cher, ou whatever, tu sais. Fait que là, il était comme un peu déstabilisé, tout ça, là. Oh, fuck. OK. Ouais, fait que, bref, fun fact, non seulement Benny Safdie, c'est le petit neveu de Chosebin qui a fait Habitat 67, Moshe Safdie. Mais moi, je réveillonne avec Alain Zouvi, ça fait que moi, je suis à 1 degré de séparation de Adam. Je vais essayer d'en trouver un, sûrement que j'en ai un, moi aussi. Sûrement. Et puis là, Haley Joel Osment aussi, qui joue le petit fucker. Ah, c'est que j'étais content de le voir. Quand je l'ai vu, je peux juste voir le petit gars du 6e sens avec une barbe. Là. C'est impossible de voir autre chose que ça. Il va avoir 75 ans, cet acteur-là, puis je vais juste voir le dude le petit gars dans Sixth Sense. Éventuellement, il va en voir des dead people. Là. Oui, exactement, parce qu'il va l'être. Mais j'étais tellement content. Puis il incarne tellement bien le petit baveux. Il y a une face à fesser dedans. Il y a vraiment une face à fesser dedans, pour vrai. Il est parfaitement casté. Là. En fait, tu l'haïs plus que... Moi, tu sais, t'aimes pas Schuster dans le premier de Shooter McGavin parce que c'est un enculé. Il est arrogant, puis il s'aime beaucoup. Mais c'est pas le même type d'arrogance qu'il joue dans celui-ci. Puis c'était juste comme... Ah, c'est que j'ai goût. C'est pas Shooter McGavin, il y a comme une certaine prestance. Il y a comme il est noble un peu, là. Ouais, il y a une certaine noblesse, puis il y a des raisons aussi de se penser bon. C'était quand même le meilleur golfeur des années 90. Sauf pour Happy Gilmore et Tiger Woods. Oui, c'est vrai. Virginie, non, c'est ça. Virginie. À chaque fois que tu dis Virginie, je pense à Chantal Fontaine. Non, mais c'est Virginie, c'est le nom de la copine, la femme d'Adam Sandler dans le deuxième. Mais elle s'appelle Virginia. Virginia, oui, excuse-moi. Je vois que tu dis Virginie, c'est ça, je vois vraiment Chantal Fontaine qui drive, puis je trouve ça vraiment bon, en fait. D'ailleurs, c'est ça, j'ai trouvé ça, pour avoir écouté le premier avant, sur le coup, je me suis dit, il tue son intérêt amoureux du premier film assez rapide. Je suis content que l'actrice ait resté ta voix dans des scènes de rêve, puis il va pas l'éliminer complètement du film. Mais quand tu écoutes le premier film,
C'est comme ça que ça se passe pour Adam Sandler. C'est ce qui fait qu'il aboutit dans la maison avec sa grand-mère. C'est qu'il perd sa famille de façon très tragique. Puis c'est comme ça aussi qu'il finit par tuer son mentor dans le premier. Fait que ça reste, là, je vais faire une joke de golf, on par avec ce qui se passe dans le deuxième. Ben, en fait, la structure du film, mis à part le fait qu'il y a des portions qui ont été comme soufflées, là, et, comme allongées, et les éléments déclencheurs, puis le rythme est comme un peu très le même. Ouais. C'est très similaire. Les mécanismes qui font avancer le récit sont quand même très semblables. Puis, tu sais, je suis même pas fâchée de ça non plus. Pourquoi changer une recette qui fonctionne dans ce contexte-là? Tu sais, c'est vraiment c'est une refonte d'une formule qui est extrêmement 90s. Là. Oui. Tu sais, dans la structure du film, dans la sensibilité qui est déployée. Puis c'est un peu un film sur ça aussi, sur la vieillesse qui nous gagne, tu sais, malgré nous. Puis les jokes qui produit un peu à ses dépens. C'est beaucoup des jokes dans ce sens-là, tu sais, dans le soulignement de sa vieillesse. Le fait qu'il ne se soit pas réécrit de Love Interest aussi, tu sais, ça parle un peu de ça. Il vit dans le passé, t'sais. c'est un homme qui vit dans le passé, ses meilleures années. Ouais, ben, je le sens pas trop bitter, en fait. Tu sais, il s'en remet vite, puis tu sais, son MO, c'est vraiment d'être là pour sa famille. Tu sens que la valeur de la famille, c'est vraiment central dans son truc. L'idée du clan, là, tu sais, genre sa gang de Golden Jackets, puis, tu sais... C'est des moments comme ça où j'ai des petites critiques, là, mais c'est moi qui n'ai aucune connaissance du golf. Là. J'ai jamais joué au-delà du mini-pot puis le Cascade Golf. Shout-out Cascade Golf. Shout-out. Ils sont venus nous envoyer des billets. Mais clairement, il y a des moments où je devais faire comme « Ah, OK! C'est le joueur de 97 » ou « Hey, c'est le joueur de... » Mais c'était pas fait pour moi. Mais ça fait que ça prenait beaucoup de... Ça prenait beaucoup de place quand même. Il y a beaucoup de moments où on m'enseigne des vieux golfeurs ou clairement des stars de ce sport-là. Puis la blague, c'est « Hey, regarde, c'est eux! » Fait que t'es comme « Ouais, OK. » Ben moi, ce que je trouve génial, c'est que même si... Ben tu connais le nom, mettons, de Jack Nicklaus, là? Ça te dit quelque chose? Ça me dit absolument rien. J'ai aucune connaissance du golf. OK. Mais tu sais, il y a comme... C'était vraiment des turbo-stars là, du golf. Puis tu sais, ils sont de la mouture des premières stars du golf, là, tu sais, dans les années 90, justement, où ça... Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, peut-être de la diffusion à la télé sportive. Tu sais, c'était comme un peu l'émergence de ESPN, ces choses-là. Sponsorship, peut-être aussi, les gros sponsorships. Des sponsorships, etc. Fait que, tu sais... Des gens comme, c'est ça, Jack Nicklaus, l'autre dude, là, Corey Pavin, en tout cas, je sais plus, mais tu sais, cette gang-là, ce qui est beau, c'est que de les voir aussi embarquer dans le projet de Sandler. Tu sais, ce gars-là, il a une capacité à fédérer les gens. Là. Tu sais, c'est ça. Il y a la famille de SNL. Tu sais, il y a Steve Buscemi qui est là. Il y a John Lovitz qui est là. Oui, il y a John Lovitz qui est là. C'est bon. Mais il joue ce même personnage-là dans le 1, non? Il est pas dans le 1. Il y a un des personnages. Non, il y a un des personnages qui revient dans le 1. C'est un comédien assez connu qui. Rob Schneider, il est là aussi. Rob Schneider, il est sur le vélo. Il joue le personnage de la petite personne qui est pas là dans... Le personnage est là dans le 1, mais c'est pas lui dans le 2. C'est Rob Schneider qui dit « You can do it! » Puis c'est la blague, c'est qu'il fait juste dire ça dans les films d'Adam Sandler dans les dernières années. Il y a un acteur qui est dans le premier, qui est un acteur comique, qui joue un golfeur, puis il joue un téléannonceur dans le premier. Ben, il y a Travis Kelce aussi qui est là. Ouais. Qui est genre le chum de... le chum de... Comment qu'elle s'appelle? Swift, Taylor Swift. Taylor Swift. OK, c'est lui le serveur. Mais c'est aussi le quarterback. OK, c'est ça. C'est lui le serveur là, avec une grosse moustache. Oui, je me dis, il est donc bien sexy, ce monsieur-là. De où il sort? Mais qui est sexy, man. C'est Travis Kelce. C'est genre... greatest quarterback to ever. Il y a le chanteur, le merde, là... Eminem? Non, pas... Oui, il y en a un autre. L'autre, c'est aussi un peu un rappeur, mais qui fait du country. Voyons. Post Malone. Post Malone est là à la fin du film. C'est clairement, là. Fait que c'est ça. Tous ces gens-là, là, ils ont été approchés par Adam Sandler, puis ils ont tous dit « Fuck yeah, on y va. On va... » Tu sais, allons-y ensemble, comme célébrer l'amitié, célébrer... le temps qui passe, qui efface les querelles dans le temps, qui réorganise les gens, puis qui fait réémerger ce qui est important, en fait. Puis, j'ai une question pour toi, par exemple. Oui. Parce que en l'écoutant, je prenais des notes. Puis je me suis rendu compte, tu sais, il y a des films qui restent plus longtemps avec toi, il y a des scènes qui te marquent plus que d'autres. Ouais. Est-ce que tu as une scène comique que tu te souviens vraiment? Parce que moi, tu sais, il y en a beaucoup, là, puis elles se suivent assez rapidement.
est-ce que tu as une scène qui t'a marqué? Parce que moi, j'en ai pas. Je peux pas dire qu'il y a une scène de comique qui m'a vraiment fait rire aux éclats. Là. Ben, pour vrai, moi, je me rappelle, je l'ai écouté hier en revenant, c'est ça. J'ai passé 3 jours quand même à. Dans le bois. J'ai dit, j'étais allée au chalet, mais en fait, j'ai dormi dans une tente. Là, fait que, tu sais, ça draine un peu plus l'énergie. Oui. Puis hier, quand je suis revenue, je me tapais le trafic du retour des vacances, tout ça. Tu sais, j'étais comme pas mal amochée, mais donc beaucoup plus disposée à recevoir les choses avec bienveillance puis passivité. Fait que je me rappelle avoir ri souvent à haute voix. C'est comme, je me suis laissée surprendre par des gags de base, là, tu sais, genre des petits chiens. Je me rappelle, mais non, si tu me dis, y a-tu une scène qui t'a fait vraiment rire? Pas particulière. Tu sais, je suis pas capable de te la rappeler. Même chose. Non, c'est la même chose. Mais j'ai ri. Je me rappelle très bien avoir ri, là. Tu sais. Ouais. J'ai trouvé ça très niaiseux, mais ça me faisait plaisir de rire avec... Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté, il y a plusieurs blagues, et tu vas voir, c'est même pas un reproche. Il y a plusieurs blagues qui tombent à plat, mais c'est ça la proposition. Oui, il n'est pas supposé d'être drôle tant que ça. C'est ça. Puis tu sais, le premier, il y a des scènes qui sont comiques, mais ça reste très... comment je pourrais dire ça? C'est pas de la grosse comédie sale. Là. C'est niaiseux, des situations. C'est vraiment une énergie stupide et c'est totalement voulu. Mais constante, là. exactement. C'est la même chose dans le 2. Tu sais, il y a la scène du cimetière. Tu dis qu'il a rapproché des gens pour participer au film, puis c'est vrai. Mais il y a plein de gens qui sont décédés depuis. Et le cimetière est jonché de pierres tombales des acteurs du premier qui ne sont pas dans le deuxième, dont Bob Barker. Quand Shooter puis Adam Sandler se rencontrent pour la première fois dans le cimetière, ils vont pour se battre. Ils se battent sa pierre tombale de Bob Barker, qui est une référence à la scène, moi, qui m'a fait le plus rire dans le premier. Quand Bob Barker se réveille tel un genre de undead, un zombie pour péter la gueule à Sandler. Ça me fait fucking rire, cette scène-là, à chaque fois. Fait que, tu sais, c'est drôle parce que souvent, des fois, les meilleures qualités de certaines personnes, ça peut être ce qu'on reproche le plus à ces gens-là. Puis un des reproches que les gens font tout le temps à propos d'Adam Sandler, puis je trouve que c'est pas... je pense pas que c'est un reproche, je pense pas que c'est une faiblesse, c'est à quel point il inclut ses amis dans ses projets. Moi, je trouve ça malade. Je trouve ça malade. Le gars, qu'on l'aime ou pas, a dans les films les plus visionnés sur Netflix. Là. Pensez à ça, là. Les productions originales de Adam Sandler sont dans les films les plus écoutés sur Netflix. Ouais. Il y a quelque chose de chaleureux dans cette énergie stupide-là, puis on est tous et toutes les bienvenus. Comme, tu sais, c'est un peu ça la vibe, puis il y a, à date, en tout cas, regarde, là, je touche du bois, là, mais tu sais, il n'y a rien de sordide qui sort au sujet d'Adam Sandler, là, tu sais, dans la... Dans la vraie vie. Il y a comme vraiment une vibe de bon gars, là, puis j'espère vraiment que ça arrive jamais parce que ça me blesserait profondément de voir, de se rendre compte, en fait, que c'est pas ça qui lie tous ces gens-là qui sont un peu mismatched, là, à première vue, mais qui, en fait, c'est ça, sont liés par son espèce de bonté, là. Il y a quelque chose de vraiment... Je sais pas comment le nommer. Sais-tu si... d'enfantin. C'est un enfant. C'est un grand enfant encore. Ben non, au contraire. Moi, je suis pas d'accord pour dire... Tu sais, l'humour est facile, peut plaire autant à un enfant qu'à un vieillard, mais c'est pas... L'humour est pas enfantin. Il y a une espèce de sagesse... il y a une sagesse comme désinvolte, il y a une sagesse comme relaxée, tu sais, par rapport à l'absurdité de la vie. Tu sais, c'est la sagesse de quelqu'un qui a comme vécu des shit, là, puis qui choisit consciemment de vivre simplement, tu sais, parce qu'il sait que ça sert à rien de... Fait que c'est peut-être ça qui s'apparente à de la... Tu parles du personnage ou tu parles d'Adam Sandler? C'est ça Moi, je parle de Happy Gilmore, mais je pense qu'il y a des parallèles à établir avec la vibe de Adam Sandler, tu sais, qui continue à faire des films comme, mettons, on en faisait au secondaire, tu sais, avec une caméra puis tes amis, tu sais, puis c'est tout ce que ça prenait, dans le fond. Le film, c'est un peu juste un prétexte pour être ensemble. Tu sais, il y a rien qui me... Je l'ai pas vu, mais il paraît que les critiques sont quand même plutôt bonnes pour l'instant. J'ai pas vu le nouveau Naked Gun. Ah non! Puis je ne peux que voir des parallèles entre Naked Gun et le nouveau Happy Gilmore. Où tu sais, les années 90, c'était une période où ce genre de film-là était légion. Puis autant que j'aime mon humour plus engagé, plus politique à la Daily Show, de temps en temps, oui, c'est un privilège. J'aime ça décrocher puis de consommer ce genre de divertissement-là.
Ouais. Et en l'écoutant, j'étais comme, mais je ne comprends pas d'où vient le hate pour Happy Gilmore 2. Au pire, ça élimine pas le premier. Du hate, parce J'en que moi, ai vu partout, j'ai du monde. Il y a aussi, mais sur les réseaux... mais ça devient une économie. L'économie d'être en crise quand t'as un film parce que c'est la chose que les gens ont l'attention dessus. Là. Ben oui, c'est un genre de clickbait, mais c'est de se positionner en espèce de... Tu sais, ça se peut que t'aimes pas le film, c'est correct, mais t'as-tu écouté le premier? Le premier, c'est pas un chef-d'œuvre cinématographique. Là. Puis c'est pas censé être ça non plus. Non. Puis le 2, tu dois dire, est dans la même veine, dans le même élan. Puis c'est juste 30 ans plus tard. Puis c'est quand même assez fou là, que 30 ans plus tard, on a un film, une comédie comme celle d'Happy Gilmore. Puis après, ben oui, c'est con. T'as-tu écouté Obi Halloween? C'est aussi très con, Obi Halloween. Puis ces autres films, Murder Mystery, c'est la même affaire, c'est épais. C'est correct, si c'est ça que tu veux consommer, tu sais. Oui, puis il y en a fait, mais tu sais, on peut le voir comme ça, tu sais, comme, mettons qu'on donne du crédit aux vipères, là, puis aux gens qui sont vraiment, là, tu sais, vitrioliques, là, par rapport à ça, là, genre, c'est de l'hostie de merde, comment ils osent faire un film aussi slapstick, puis ridicule, puis genre, pipi caca, à l'époque où il y a tellement d'enjeux, tu sais, à décortiquer, puis à mettre de l'avant, puis, tu sais, tu gaspilles ta voix, mais on peut aussi voir ça comme... Ouais, non, c'est ça, ça allait trop loin. C'est lourd. Mais on peut aussi voir ça comme un... Ben moi, je le vois un peu comme ça, comme un appel à la désescalade, genre, puis comme... C'est un soulignement à grands traits aussi du privilège, là, je pense, qui est très... Il a l'air conscient d'être privilégié, tu sais, puis il met en scène une histoire qui rappelle aux valeurs assez simples, c'est ça, de l'être ensemble, de la famille, autant, tu sais, de sang que la famille choisie, tu sais, genre John Daly qui habite dans son sous-sol, ça, c'est drôle en tabarnak, Dans son garage, oui. Dans son garage, tu sais, puis qui est une personne décente, tu sais, comment les personnes désaffiliées trouvent une place quand même dans cet univers-là, tu sais. Puis lui, il est pauvre, il est excessivement pauvre. Puis lui, il est pauvre, tu sais, c'est ça, c'est un homme du peuple, entre guillemets, tu sais, puis ils ont fait exprès de mettre front and center, tu sais, l'espèce de joie un peu chaotique, là, tu sais, des Bostonians, là, qui font juste se taper sa gueule, puis c'est comme ça qu'ils se parlent de l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, tu sais, parce que, ultimement, c'est ça, là, tu sais, c'est une famille soudée, ils s'aiment, puis tu sais, des go through shit together. Moi, j'ai trouvé ça juste comme... Ouais, juste comme un appel à la simplification. Il y avait quelque chose de et fun. Aussi, tout ça c'est vrai, et aussi, t'as Steve Buscemi qui fait pipi dans une boîte aux lettres. Qui pisse dans une boîte aux lettres. C'est magnifique comme ça. C'est malade. Puis le callback de « Hey, je peux-tu utiliser ta boîte aux lettres? » C'est malade. Ma seule grosse critique, c'est Shooter McGavin est sous-utilisé. C'était pour ramener l'acteur, et il est clairement engagé dans son rôle. Il aurait fallu qu'il soit plus mis de l'avant encore. Parce qu'il est dans le premier. Je comprends que c'est pas le méchant du 2, c'est bien correct, mais il y a des occasions comiques de dynamique à la body cop movie qui sont un petit peu manquées dans ce film-là. C'est la grosse... Je pense, il y a un moment où il participe au tournoi, puis je me dis, OK, ça va être lui maintenant qui prend la place du nouveau golfeur, puis on va aller voir golfer côte à côte, collaborer, tout ça. Non, c'est le seul moment où Shooter joue dans de la partie, puis après, il est là, il y a un rôle en arrière-plan, tout ça, mais je l'aurais voulu plus actif encore. Oui, on aurait pu définitivement organiser les campagnes puis différemment, puis leur octroyer peut-être plus ou moins de temps, parce que c'est ça qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de side quests qui partent là, de l'arborescence initiale, puis c'est ça, moi, en fait, ma critique, c'est que je trouve qu'entre les deux prémices qui s'affrontent un peu puis qui se cannibalisent, c'est ça, c'est celle de genre, il faut amener Vienna à l'école de ballet puis il faut sauver le golf. Ça, c'est comme, il aurait fallu choisir un moment donné, un des deux, puis, tu sais, oublie pas là, que les jeunes acteurs, c'est tous ses enfants, là, tu sais, je veux dire, les deux filles, en tout cas, celles les deux filles, c'est ses enfants, oui. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je pense qu'il a certainement pas voulu couper, genre, du temps d'écran de ses filles. Fait que, tu sais, il voulait quand même développer ces arcs narratifs-là. Mais en tout cas, tu sais, je peux comprendre pourquoi c'est un peu maladroit, ça, mais c'est quand même une critique que j'adresse. Il l'adresse quand même dans le film. Il y a un moment où, tu sais, ils ont une espèce de réunion de famille comme en cercle, puis il dit, mais là, c'est pour aider Vienna à aller au ballet ou c'est pour sauver le golf? Il dit, c'est un petit peu les deux, puis anyway, ça se finit par s'arranger là, à la fin. Là. C'est pour dire, on sait que scénaristiquement, c'est un peu tiré par les cheveux, mais garde, c'est ça la proposition, embarquée ou pas. Là. Puis dans ce sens-là, toutes les maladresses sont adressées intradiégétiquement, là, tu sais, fait qu'il y a comme... Moi, j'ai rien à reprocher avec Haim à ce film-là. Non, moi non plus. Je comprends comment il a été fait, pourquoi il a été fait, puis j'ai pas de chevaux dans cette course-là, je suis juste happy
that this thing happened. C'est tout, là. C'est bon. Bon, mais est-ce qu'on suggère Happy Gilmore 2? Voilà. Moi, je vous dis, allez-y. Tu sais, c'est un bon film à écouter quand vous avez pas trop de bande passante, puis vous avez peut-être envie d'être cajolé. C'est ça. C'est facile, c'est slapstick. Tu sais, si vous aimez les Trois Stooges puis Groucho Marx, vous allez aimer ça. Je recommande. Un petit peu trop loin à mon goût. On aurait pu éditer un petit peu, resserrer tout ça, puis encore une fois, plus de Shooter McGavin, mais sinon, j'ai bien aimé. Puis en tant que double feature, premier, deuxième, ça passe très bien. Puis si vous êtes plus wild, tapez-vous Naked Gun après. Hey, là, Naked Gun, il va falloir faire... Ça, il faudrait faire une bifurcation sur les Naked Gun. Oui, j'avoue. 1, 2, 3 et 3 quarts. 3 quarts, peut-être. Puis le 4, le dernier. Avec... Tu sais qu'il y a potentiellement Pamela Anderson et Liam Neeson sont ensemble. Je trouve ça extraordinaire. Moi aussi! Puis je suis comme contente pour elle parce qu'elle a vraiment eu des chums de marde dans sa vie. Mais moi, je connais pas tant Liam Neeson que ça, mais... Mais mon feeling, c'est mieux que Kid Rock, là. Tu sais, je veux dire, tu peux pas être pire que Kid Rock. Là. Il a l'air propre de sa personne. Ben, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est un beau grand gars, puis... Une belle voix. C'est quoi Qui-Gon Jinn, tabarnak? C'est quoi Qui-Gon Jinn, man? C'est malade. Bravo. Si hot. L'amour trouve son chemin. C'est ce que je veux dire. Faut y croire. En parlant d'amour, oui. Avez-vous vu ça passer ou c'est juste moi qui se le fais suggérer? Mais il y a une soirée speed dating geek. Oui, j'arrête pas de la recevoir. Puis le 17! On y va-tu? Mon orgueil fait que je ne veux pas me résoudre à ça, mais j'y ai pensé. Ben, si tu y vas, j'y vais. On pourrait se wingmaner, ça serait malade. Il n'y a pas une femme à part toi qui va check être la là. parité. Non. Il ouvre les inscriptions à parité. On devrait y aller. Écrivez-nous dans le chat si vous pensez que Ben et moi, on devrait aller à la soirée de speed dating geek. C'est quand, ça? À l'île Noire, le 17 août. Le 17, c'est un lundi? Je sais pas, mais c'est genre un 5 à 7. Puis littéralement, les face-à-face sont 5 minutes. Là. T'sais, fait que il y a absolument aucun... Ben, tais-toi, on y va. Non, c'est comme performatif à souhait. Ça me tente. Qu'est-ce qui me gosse, c'est que je vais voir les autres doubles, puis là, je vais me comparer. Puis là, je vais faire comme, je suis pas un vrai gars, je suis un gars de 44 qui joue un rôle. Là, ça va m'amener de l'anxiété, je vais être dans ma tête. Là, je vais avoir des conversations à sens unique avec du monde qui m'intéresse pas vraiment. Puis à la fin, je vais être vidé. Là. C'est ça. Ben, je pense pas. Parce que c'est des rencontres de 5 minutes, puis il y a X nombre de places. Tu sais, ça peut pas durer plus qu'1 heure et quart, le moment où tu es comme en interaction active. Après ça, tu peux choisir de rester puis jaser until the night is done, ou tu t'en vas chez vous, puis si t'as pas donné ton consentement puis express là, pour entrer en contact avec les gens, t'en entends plus jamais parler. Ouais. Fait que ça pourrait être drôle. C'est combien? Là? Je sais pas. C'est cher. Oui, je sais que tu peux le dire, m'en fous. C'est combien? Je le sais pas. Ah, c'est cher. Moi, il y a rien qui me... Tu sais, pour vrai, là, j'ai plein de défauts, mais la tactique de t'es pas game fonctionne zéro avec moi. C'est zéro ça que j'essayais de faire. Non, je sais que c'est la précision que j'allais rajouter. Je sais que c'est pas ça que t'as fait, mais quand on me dit « Ah ouais, comment? » Je suis comme « Non. » Puis ça me motive pas plus, moi non plus. En fait, la mise au défi, là. Non, c'est vraiment une invitation candide et super drôle. Ça va être drôle. Tu sais, on y va ensemble. Là. Je te laisserai pas tomber. Come on! Là, tu vas rencontrer tu vas rencontrer l'homme de ta vie, ce que tu mérites. Puis là, genre, je vais être tout seul au coin du bar. Puis je vais être pogné de parler à Naruto avec quelqu'un que je connais pas. Tu vas parler avec Naruto ou non, de Naruto? Non, pas de Naruto. C'est le nez qui est bouché. Si tu rencontres Naruto, je me demande c'est qui entre toi et moi qui a rencontré l'homme de sa vie. Là. Imagine, tu finis la soirée avec Naruto. Mais imagine, tu scores Naruto. Naruto, mais il déchire. Ça n'a pas rapport. Il détruit, man. Je suis sûre que c'est un amant très doux, Naruto. Ben, ça se peut très bien. Il contrôle les énergies, de ce que j'en sais. Hey, méchant de veillée, là. En tout cas, moi, j'ai besoin de sortir de mon funk, puis j'ai aucune attente, ça va juste être drôle. Puis j'ai vu les photos aussi des événements précédents, parce que j'ai cliqué dessus. Puis... oui, si j'ai cliqué dessus. Avoue, ça avait l'air du monde comme tout à fait réglo, là. Même très beau et belle. Qu'est-ce qui m'a pas déçu, mais qui m'a fait peur? J'ai comme eu un frisson, parce que c'est marqué quelque chose comme 25-45, je pense. Ben, il y a des branches d'âge, mais tu sais, c'est pile notre catégorie de monde. C'est parce que moi, j'ai un vieux monsieur, là. Puis là, j'ai fait comme je suis presque à la limite. Ben, c'est genre 35, 50, 25, 45. On s'en calisse, c'est genre. Ce qu'ils veulent dire, c'est millénial gériatrique, mais il y a du monde jeune qui vont arriver, là. Tu sais, c'est genre. Ça pourrait pas être plus pour nous, cette affaire-là. Mais c'est pas comme désespéré comme move.
Puis je juge pas le monde qui le font, là, mais j'ai l'impression que c'est le vibe que ça donne. OK, je veux comprendre, je veux te rejoindre dans ton idée. Fait que, explique-moi qu'est-ce qui représente c'est quoi le désespoir pour toi? Mon célibat dans lequel je vis depuis longtemps, OK? Ouais. Et pas un choix, ben oui, c'est rendu là, c'est un choix, là, mais pour moi, c'est presque une honte, quelque part. Parce que j'ai pas trouvé ma... Puis moi, je suis super romantique, genre, j'aimerais ça trouver mon autre partie, genre, tu sais, ma best... J'aimerais ça. Ça a jamais à donner. Puis pendant des années, j'ai pas daté non plus. Puis c'est ça qui fait que c'est plus compliqué. Mais dater dans la quarantaine, c'est pas vrai, ça doit être difficile tout le temps, là. C'était difficile quand j'avais 30 cucs. On dirait que pour moi, c'est comme une lettre de... Pas une lettre de noblesse, mais le contraire. J'ai l'impression que c'est comme... J'ai honte un peu de ça. Puis de le montrer devant... en train de dater? Ouais. Puis de le montrer devant des étrangers. Puis je juge pas les gens qui le font. C'est juste que j'ai l'impression que ça va juste m'amener un genre de funk pas cool. Puis... Tu sais, à pareille date, l'année passée, je fréquentais quelqu'un, puis c'est là que ça chie. Puis là, là, je vais être dans un bar pour vrai, pour rencontrer quelqu'un que je sais pas, on dirait que ça me met juste de la pression, tu sais. Mais je comprends que c'est confrontant parce que ce qui se bute, en fait, là, les choses qui s'affrontent puis qui s'entrechoquent, c'est la vision que tu voulais, la vision que tu avais d'une vie que tu es en train de vivre maintenant. Tandis que la vie que tu vis maintenant, c'est pas celle que tu t'imaginais vivre à l'époque où tu faisais des projections. Mais dans tous les cas, moi, je pense que tu mets rien en péril en faisant juste essayer des nouvelles affaires. Puis je pense que ce sentiment-là là, de dissonant là, entre ces deux interprétations-là de la vie que tu mènes actuellement, je pense qu'elle va se dissiper rapidement si tu te plonges dans une nouvelle expérience parce que, tu sais, je sais que plusieurs gens savent que tu dates quand même, tu fais des tentatives, t'es pas complètement dans l'inertie. Non. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que ces tentatives-là sont toutes configurées à partir des mêmes paramètres, puis que ces paramètres-là, ils sont configurés pour nous faire échouer. T'sais. Les paramètres du dating online, là, genre rappelle-le comme tu veux, peu importe le site, là, algorithmiquement, c'est fait pour que ça chie. Là. mais c'est pas ce bout-là, moi, qui me déçoit le plus. C'est quand il y a rencontre dans la vraie vie, puis finalement... Parce que moi, en fait, j'ai de la misère à connecter avec les... Je l'ai déjà parlé à l'émission, fait que je cache rien, là, mais moi, en général, j'ai de la misère à connecter avec les gens. Fait que de connecter avec les gens de façon romantique. Puis, tu sais, je sais qu'il faut que tu laisses les choses décanter. Mais c'est quoi connecter romantiquement? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un intérêt romantique, un intérêt de développer une relation qui est plus une relation d'amitié. C'est l'échec en série de cette tentative-là, moi, qui me démoralise. Et moi, c'est quand je vais en date, finalement, ça marche pas ou ça connecte pas. C'est pas l'échec qu'on a essayé puis ça n'a pas marché, c'est que je n'ai pas l'intérêt puis c'est ça qui me déçoit. Fait que d'aller jusqu'à faire un exercice de dating, on dirait que c'est comme, hey, pis si je me suis rendu jusque-là puis finalement ça marche pas, c'est juste une autre preuve que moi, être tout seul jusqu'à temps que je sois tout seul pour toujours. Tu vas être seul jusqu'à temps que tu le sois plus, Puis deux, je comprends ce que tu dis. Cette espèce de fatigue-là, c'est cumulatif. C'est une cumulatif, exact. Mais je pense que, puis merci de préciser ce que tu veux dire, tu nuances en disant que c'est pas nécessairement l'usage de l'interface qui t'épuise, mais une fois que ça sort dans la vraie vie. Mais je veux juste te dire, puis te faire remarquer que quand on sort de l'interface puis qu'on est dans la vraie vie, j'utilise des guillemets radiophoniques, on est quand même... T'sais, on a quand même passé par l'entonnoir de l'interface, puis on est encore modulé par ces paramètres-là, ces espèces d'indicateurs. Ben, dans le sens que notre pensée là, est influencée par cette logique-là de la liste d'épicerie, de tout ce qui fait fonctionner les réseaux de rencontres, c'est-à-dire l'espèce de checklist, d'illusion... Quoi? La checklist, c'est ça que tu veux dire? Ben, l'idée de la checklist, mais l'illusion aussi que on va rencontrer la bonne personne. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va se présenter à nous puis qui va être cette personne-là, tu sais, déjà entièrement formatée pour nous. Mais quand en fait, c'est pas ça l'idée. Puis les gens, et gars et filles, hétéros ou pas, sont quand même... par l'usage répété de ces plateformes-là, formatées dans leur pensée par ces choses-là. Fait que, tu sais, même si t'es plus dans la plateforme, t'importe un peu ce mode de pensée-là en face à face. Mais j'ai toujours été comme ça. Moi, mon problème, c'est... Ben, pas mon problème, c'est... Parce que tu vas jamais trouver la personne faite pour toi. Faut que tu
Non, mais choisissent attends, quelqu'un. Laisse-moi, je pense que je me connais là-dessus, c'est là où je voulais aller, c'est que je cherche pas le out of the package, j'arrive puis ça va être la personne, mais je sais quand il y a un potentiel. Puis cette idée-là de potentiel, c'est cette idée-là que je rencontre très, très rarement. Puis je dis pas « I'm the fucking catch », puis le monde devrait être formaté d'une manière pour moi, mais ce potentiel-là, je le rencontre rarement. C'est pas la solution complète. T'sais, faire une allusion, genre une métaphore de recette. Là. J'aimerais ça trouver les ingrédients, sachant qu'en bout de ligne, il va en sortir un Christy de bon gâteau, comme dans ton livre que tu as présenté tantôt. Mais cette rencontre-là arrive très rarement chez moi. Fait que là, de le faire dans une énième tentative, puis là, c'est juste, là, c'est pas les apps, c'est dans un contexte de dating avec d'autres mondes devant tout le monde. Ça me tente pas de rajouter une autre source de déception. Ça me tente pas. Je pense que tu pars avec déjà un billet défavorable qui est légitime puis qui s'explique à cause de ton historique. Je le comprends 100%, mais je pense sincèrement, puis c'est pas pour te convaincre là, de m'accompagner, parce que honnêtement, je pense que je vais juste y aller. Mais parce que c'est ça, je veux dire, si tu changes pas, je dis tu, mais c'est la chose générale. Tu sais, si on change pas la recette, on changera jamais. Tu sais, c'est la répétition du même motif qui nous mène vers la folie. Là. Einstein le dit, c'est pas moi. Je pense que ce concept-là on passe même pas par les écrans, là. Ce filtre-là, il nous englue puis il laisse sur nous une saleté que là, on n'aura pas. Là. On va arriver fresh On va arriver fresh devant des êtres humains qui vont arriver fresh devant nous puis qui vont se sentir aussi weird puis mal à l'aise que nous, puis ça va être probablement drôle. Puis ça va être probablement pas parfait, mais ça va probablement être beaucoup plus... Oui, excuse-moi, vas-y. Non, c'est bon. L'essentiel du message est là, J'allais dire, si on y va, habillé dans les costards de Dumb and Dumber... Shotgun orange! Fuck, c'est lui que je voulais. Attends, mais OK, prends orange, je pense que bleu, ça me ferait bien, de toute façon. Oui, je pense que Est-ce qu'on se met un hibou sur l'épaule? Pourquoi les hiboux? C'est quoi déjà la référence? Parce qu'il bute le hibou dans la cage avec le bouchon de champagne. C'est pas un hibou, c'est une petite... C'est le harfang des neiges. Ah oui, c'est vrai, je pensais à la perruche. Non, la perruche, c'est au début du film. Oui, c'est au début du film. Harry, j'ai fait tout ce qu'il fallait, puis là, il flatte la petite perruche avec un pouce de tape autour du cou. Mais si on y arrive en Dumb and Dumber, moi, je suis sûr qu'on arrache tout. Ou on se fait vraiment regarder weird. Mais là, ça fait une très bonne anecdote. Moi, je dis qu'on y va. On peut mettre le costume que tu veux, mais il faudrait... OK, mais je garde un droit de veto, genre que je vais interpréter quand même un peu l'outfit. Tu sais, je vais pas nécessairement mettre un costume... Non, mais je pourrais-tu mettre une jupe avec une tailleur? Oui, ça marcherait-tu? Oui, mais il faut que tu aies le truc de froufrou, là. Tu sais, comme le costume d'origine. OK, mais je sais pas si je vais avoir des sous pour m'acheter un haut de forme, mais tout ça se négocie. C'est Patreon des Mystérieux Étonnants, si vous voulez financer. Non, mais tu sais, on pourrait clairement faire un hint. Ça pourrait être drôle en tabarnak, en fait. On hint à cette référence-là, puis déjà, ça va être un conversation starter. Ah oui. Les gens qui ont... Parce qu'on va arriver ensemble, puis après, on se split, puis on fait nos affaires. Mais tu sais, les gens qui vont nous avoir vus, s'ils sont assez smart pour catcher la référence, déjà, tu sens qu'il y a un terrain potentiel là, de conversation. Je sais pas quel autre costume prêt. Hey, on va avoir le reste de cette conversation-là à honte, parce que je me rends compte qu'on a plus parlé de ça que du reste du film, je pense. Mais Happy Gilmore, all in, allez-y, c'est le fun. Puis on reviendra pour un espèce de 25e anniversaire de Dumb and Dumber. Moi, je suis down. C'est mon film préféré, pour vrai. Oui, c'est bon, Dumb and Dumber. Je le connais par cœur. Ouais. Genre, littéralement. Le 17, c'est un dimanche, je peux pas. OK, bon, merci à tout le monde à la maison. On se revoit la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. Bye! OK, bye-bye.